Bonjour et bienvenue sur la bonne entrée. Et aujourd'hui, on va refaire une session fondamentale. Plus particulièrement, on va parler de Layer 0, de Layer 1 et de Layer 2. Alors, comme vous voyez dans la miniature, c'est des sujets qui sont super complexes. Et souvent, les gens, quand on leur parle de Layer, déjà quand on leur parle de blockchain, c'est compliqué. Quand on commence à leur parler de Layer, alors là, on les perd complètement. Et en fait, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Et aujourd'hui, on a Warren, l'intervenant qui a fait la dernière présentation sur le trilemme de la valeur, qui va revenir aujourd'hui et faire une présentation sur ces différentes spécificités. Et je suis sûr que vous allez ressortir de cette vidéo avec plus de savoir. Si vous avez des questions ou que vous regardez cette vidéo et que vous posez certaines choses, vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas bien compris des thèmes, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et sinon rejoignez notre Discord pour rentrer en contact avec nous. Salut Warren, comment ça va? Salut, comme ça va et toi? Ouais, écoute, super, j'ai super hâte de cette présentation parce que je pense que ça va adresser beaucoup de sujets qui sont super intéressants. Euh, et, euh, et ouais, bah vas-y. N'hésite pas à te Ah, représenter pour tout le monde parce que tu oui, n'étais bien pas là sûr. depuis un moment. Avec plaisir. Pour le coup, je m'appelle Warren, pour de vrai, c'est vraiment mon prénom. Je suis passionné par la blockchain depuis un peu plus d'un an maintenant. On va dire que j'ai commencé en février 2021 à m'intéresser au sujet parce que j'ai un background plutôt chefferie de projet dans le milieu de la tech, notamment les startups tech. Et du coup, depuis que j'ai mis le nez dedans, j'ai jamais lâché le morceau et c'est maintenant du quotidien en termes d'information, même si parfois j'ai pas trop le temps. Et du coup, je suis vraiment ravi de pouvoir vous parler un peu de ce que sont les layers. Donc la dernière fois, effectivement, j'ai fait une petite intervention sur ce qu'était la valeur et la notion de valeur dans le milieu de la blockchain. Et à savoir que cette notion de valeur se retrouve aussi au plein cœur de cette notion qu'est de layer. Parce qu'en fait, chaque layer a un type de valeur particulière. Et je vais essayer de vous présenter tout ça de manière simple et synthétique ce soir. Et on va faire aussi un petit focus pas sur le merge, puisque c'est un peu the actualité crypto en ce moment, notamment au niveau des layers 1. Donc on fera un petit focus sur le merge à la fin. Et en conclusion, je vous donnerai un petit cheat sheet, comme on dit dans le milieu, une petite liste des choses qu'il faut regarder pour quand vous essayez d'investir ou vous voulez aller sur une DApp sur telle chaîne ou telle chaîne, pour être sûr d'avoir les bons éléments pour prendre une décision et de savoir si vous voulez acheter des cryptos sur cette layer ou pas. Voilà, pour le petit résumé. Ah, Du super, coup, et ben vas-y, je t'en prie, hein. Commence. Et vous, bienvenue aux nouveaux viewers, by the way. Donc bienvenue à Sulia aussi. Super de te yes, voir. bienvenue à tous. Donc du coup, pour commencer, alors, c'est plus pour la partie humour, et si vous aimez bien les inconnus et que vous n'avez jamais vu le sketch Les Chasseurs, je vous invite à aller le voir. Mais en vrai, la vraie question qui est aussi au cœur de cette présentation, c'est quelle différence il y a entre une bonne et une mauvaise L1? Parce que toutes les Layer 1 ne se valent pas et n'ont pas la même utilité ou le même attrait au niveau là de la partie investissement, d'une part, mais aussi sur la partie technique. Et on fera un lien, comme je disais, avec le merge et de pourquoi le merge a eu lieu et de qu'est-ce que ça veut dire pour la suite dans l'évolution d'Ethereum. On peut passer à la slide suivante. Donc, une, on va dire en tant qu'introduction, très rapidement, un focus sur ce qu'on appelle les layers en blockchain. Donc, en fait, les layers, ce sont les différentes couches qui existent sur lesquelles on va développer soit des applications, soit des blockchains, soit des protocoles. En fait, on peut rapprocher ça de comment fonctionne Internet, parce qu'Internet fonctionne aussi en layers. On va avoir par exemple sur Internet, la première layer, c'est la layer de transport, donc avec le protocole par exemple TCP. La layer, donc ça va être la layer 0, ça va être le transport avec TCP. Ensuite, vous allez avoir la layer du réseau, donc là ce serait typiquement la layer 1 en blockchain, où là on a le protocole IP. Et après, vous allez avoir la layer dite data link, où là, on va avoir le protocole PPP qui va permettre de faire le lien entre le réseau et le transport de l'information que sont TCP/IP et l'Internet dite physique, et qui nous permet, nous, de nous brancher à Internet, à savoir les protocoles type Ethernet et ainsi de suite. Donc vraiment, il faut voir ces différentes layers comme des surcouches, comme des Lego qu'on va pouvoir en fait empiler. Et en fonction de ce qu'on veut faire avec une blockchain ou un projet ou un protocole, on va utiliser soit une layer 0, soit une layer 1, soit une layer 2. Donc une layer 0, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment on va dire, la base
d'une infrastructure technique d'une blockchain. Ce sont des protocoles ou des technologies qui sont faites pour en fait créer des blockchains. C'est des blockchains qui permettent de créer des blockchains. Et ce qui est au cœur de la question des layers 0, c'est vraiment cette notion d'interopérabilité. À savoir que bah, si je crée un asset ou que j'ai un asset sur une blockchain X, que je puisse facilement la transférer sur une blockchain Y sans problème, parce qu'en fait, l'interopérabilité aura été vraiment pensée dès la base de la conception de la blockchain. Donc aujourd'hui, les deux plus grosses layers 0 sont Cosmos et Polkadot, avec à chaque fois un focus sur trois éléments qui font que les personnes peuvent développer des blockchains sur ces blockchains, à savoir le protocole, enfin le mécanisme de consensus qui est côté Cosmos Tendermint et côté Polkadot dite la relay chain, le protocole d'interopérabilité qui du côté de Cosmos est dit l'interblockchain bridge, et du côté de Polkadot qui est le cross-chain message messaging, le fameux XCMP. Et ensuite vous avez une base de développement donc avec ce qu'on appelle un SDK, donc en fait c'est un kit de développement. Ça existe par exemple sur Android et iOS si vous voulez développer des applications. Et là en fait ce sont des kits de développement pour développer ses propres blockchains qui peuvent ensuite être connectés à la layer 0. Donc en fait, avec des layers 0, on va construire des layer 1. Donc en exemple, côté Cosmos, on va avoir par exemple la BNB Chain qui a été construite avec le Cosmos, le SD4 Cosmos, pardon. Vous avez la chaîne Chronos également, qui est la chaîne derrière l'application et l'entreprise crypto.com, et aussi les chaînes Terra Luna, que ce soit la première ou la deuxième. Côté Polkadot, vous avez par exemple les projets Astar, Moonbeam et Akala qui sont construites via Substrate, qui est, comme je disais, le SDK de développement de Polkadot. Donc à savoir que là, on a vraiment, au niveau technique, des choix différents. Polkadot est vraiment plus sur un aspect sécurité, et l'ensemble du processus de validation des transactions côté Polkadot doit forcément être fait sur ce qui dit la relay chain. En fait, la relay chain, c'est vraiment la blockchain Polkadot, et l'ensemble des historiques de transactions des subchains, donc comme celle de Astar, de Moonbeam et d'Akala, doivent communiquer directement avec la chaîne principale pour pouvoir valider les transactions. Ensuite, côté Cosmos, là, on est plus sur sur un aspect interopérabilité, à savoir que chaque chaîne vont valider les transactions dans leur coin et vont communiquer de temps à autre avec les autres chaînes, notamment lorsqu'il y a des transferts de tokens ou d'assets d'une chaîne à l'autre. Donc typiquement, si je veux transférer, je ne sais pas, des BNB vers la chaîne Luna, en fait, on va passer par l'interblockchain bridge de Cosmos pour pouvoir transférer les assets. Ensuite, donc, on descend d'une couche. En dessous de la layer 0, on va avoir ce qu'on appelle les layers 1. Là, ce sont vraiment des plateformes qui vont servir à faire du développement, à créer des applications, donc les fameuses dApps, les Decentralized Apps. Et souvent, ces Layer 1 sont aussi appelés les Smart Contract Platforms, parce que vraiment le cœur des Layer 1, c'est de pouvoir créer des smart contracts et de pouvoir interagir avec eux. Donc sur ces Layer 1, on va avoir des standards de développement qui vont permettre aux développeurs de créer les fameuses dApps, que ce soit de la DeFi, des DEX ou des applications de jeux comme du Play to Earn. Donc là, j'en ai pris deux en exemple, que sont Ethereum et Solana. On va avoir à peu près à chaque fois pareil la même architecture, à savoir un protocole, enfin un mécanisme de consensus. Donc Ethereum qui est passé de Proof of Work à Proof of Stake. Côté Solana, c'est un mix entre Proof of Stake et Proof of History. J'en reparlerai un peu plus tard pour ceux qui se posent la question de ce qu'est Proof of History. On va avoir une machine virtuelle qui va valider les transactions ou la cohérence des smart contracts. Donc l'EVM, donc l'Ethereum Virtual Machine côté Ethereum, et la Solana Virtual Machine côté Solana. On va avoir un langage de développement spécifique pour développer les applications, un peu comme sur Android et sur iOS, ou côté iOS, Apple a développé par exemple Swift pour pouvoir développer ses applications. Donc là, on va avoir côté Ethereum Solidity, qui est un langage spécifique, et côté Solana, deux langages, parce qu'ils viennent d'ajouter un langage qui s'appelle le Move.
Pareil, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et le Rust, qui est le langage principal. Et après, on a aussi donc, un standard de création des tokens, donc, qui est le fameux ERC côté Ethereum, avec l'ERC 20, 11, enfin, 1155 et ainsi de suite. Et on a le Solana Program Library côté Solana. Donc on est vraiment là sur une couche applicative. Ensuite, la layer 2, donc là on descend encore d'une couche. Une layer 2 est forcément liée à une layer 1. Le but de la layer 2, c'est vraiment la scalabilité. Ce cas d'usage est tout à fait, est d'ailleurs vrai, et c'est celui qui est le plus connu, c'est la scalabilité par rapport à Ethereum. Et l'idée, c'est que on va gérer une partie des transactions en gérant une partie du consensus, du mécanisme de consensus d'une manière différente. Donc la validation finale des transactions va toujours se faire sur la layer 1, mais par contre, en fait, on va gérer une partie du consensus en pré-validant des transactions sur la layer 2, ce qui permet en fait d'atteindre une plus grande scalabilité. L'idée, c'est en fait de se dire, bah, on va avoir par exemple une dizaine de transactions sur la layer 2 qu'on va en fait compacter ensemble, on va les mettre dans un petit emballage, et ensuite, une fois que ces transactions sont validées sur la layer 2, ben en fait, on va envoyer l'information sur la layer 1 pour faire la validation finale du bloc et de la transaction. Donc là, pareil, il y a plusieurs projets qui existent en layer 2 sur Ethereum. Il y a des layers 2 ailleurs, hein. Il y en a une qui est en train d'être développée côté Solana, même si c'est déjà une blockchain qui a une grande capacité de validation de transactions, enfin qui a des validations de transactions assez rapides. On en a côté par exemple Cardano, ils en ont parlé dernièrement avec leur projet Hydra. Et les plus connus, bien sûr, ce sont sur Ethereum. La plus connue aujourd'hui, c'est Polygon. Et là, Polygon, en fait, c'est dit une sidechain. Parce que pareil, dans les layers 2, il y a plein de technologies différentes et on pourra en reparler une prochaine fois. Mais pareil, je pourrais vous en parler pendant 4 heures. On entend par exemple les, euh, alors, je réponds juste rapidement à Aka, si justement les layers 2 peuvent être des blockchains, mais ce sont des blockchains un peu spécifiques, parce qu'en fait leur mécanisme de consensus final est validé par la layer 1. Et justement, Polygon est dit sidechain, parce qu'en fait c'est une blockchain à part entière, mais elle va tirer la validation finale de ces blocs de la machine virtuelle euh, d'Ethereum. Donc en fait, ce que fait Polygon, c'est de compacter ensemble des transactions et les envoyer vers Ethereum pour une validation finale. Et c'est lié donc soit par smart contract, soit par d'autres technologies. Et donc j'en reviens à ce que je disais juste avant. Il existe plein de technologies différentes au niveau des layers 2. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'optimistic rollup, de zero knowledge proof, de ZK Snark et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des technologies de compactage de transactions pour ensuite les envoyer vers Ethereum. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est très complexe. Je pense que la meilleure manière de définir les différentes layers, c'est juste un degré de dépendance, dans le sens où les L2 sont dépendantes de la Et- L1 Exactement, auquel elles sont issues. tout à Et comme fait. ça, c'est facile à comprendre. C'est un peu un truc emboîté, quoi. Exactement. C'est comme je disais au tout début, avant que je commence, c'est vraiment l'image des Lego, où en fait on va venir emboîter des Lego les uns par-dessus les autres. Après, effectivement, les layers 2 sont forcément liés à une layer 1, parce que l'idée vraiment de la layer 2, c'est généralement la scalabilité. À peu près ça, ouais. C'est un peu une sorte de patch des blockchains mal conçus. Alors, c'est pas forcément mal conçu, mais c'est que la technologie évolue et mettre à jour une blockchain, c'est compliqué et parfois, en fonction du but de la blockchain, le but de base qui a été voulu en construisant la blockchain, parfois c'est dur de faire des mises à jour et on le verra dans le cas d'Ethereum avec le merge et avec Ethereum 2.0 un petit peu plus tard. Donc, voilà, je ne vous parle pas des technologies de layer 2, mais très rapidement, Polygon est une sidechain, donc c'est-à-dire que c'est une blockchain à part entière qui va valider les transactions de son côté et qui va pouvoir après renvoyer des informations sur Ethereum directement via encore une fois des roll-ups. Mais j'en parle pas plus que ça parce que je pourrais partir pendant des heures. On va dire la première validation des transactions est faite on-chain. Le entre parenthèses plus et fois, c'est juste pour dire qu'en fait c'est ce qu'on appelle le computation en anglais. Donc à savoir, c'est que les transactions vont être validées sur la chaîne Polygon dans un premier temps, puis validées sur la chaîne Ethereum dans un deuxième temps. Et ce qui est super intéressant avec Polygon, c'est qu'en fait, on peut aussi créer des layers 3, donc encore une couche en dessous, qui serait dépendant de Polygon, via une nouvelle via une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont développée dernièrement qui s'appelle les SuperNets. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller voir sur le site de Polygon directement. Ensuite, Optimism, en fait, c'est pas vraiment une blockchain, c'est plus un
protocole qui est lié à Ethereum, la validation des transactions est dite off-chain, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas Optimism qui va faire la validation des transactions, c'est vraiment Ethereum qui va faire la validation. En gros, Optimism va juste, on va dire, prendre une sorte de photo de l'état et va envoyer l'état sur Ethereum, puis c'est Ethereum qui va dire, OK, les transactions sont valides ou pas. Et enfin, une L3, bah, impossible parce que là, en fait, on n'est pas dans le cas d'une sidechain, donc à savoir une blockchain à part entière. On est vraiment dans, dans le but du roll-up, qui est une technologie vraiment à part. Ensuite, très rapidement, pour finir sur les layers 1, au niveau des protocoles et des dApps, donc côté Ethereum, le plus connu, c'est bien sûr Aave et Uniswap. Côté Solana, on va avoir Solend, donc le petit logo noir, et Raydium, qui est lui un DEX, Solend qui fait exactement comme Aave. Et en fait, ce qui est bien, c'est que les langages de développement entre les layers 2 et les layers 1 étant les mêmes, les mécanismes de consensus final étant les mêmes, il est très facile de déplacer une dApp d'une layer 1 vers une layer 2. Notamment, il y a pas mal d'applications, enfin de dApp pardon, qui étaient sur Ethereum, qui migrent petit à petit vers Polygon pour pouvoir profiter de sa scalabilité. Donc, pour résumer, les layers 2 sont forcément liés à des layers 1, les layers 1 ne sont pas forcément liés à des layers 0, on peut créer sa layer 1 soi-même, de 0. Typiquement, Bitcoin est une layer 1, et elle n'a pas du tout de layer 0. De même pour Solana et Ethereum. Les layers 0, c'est vraiment juste de se dire, bah, je crée un environnement de développement pour des gens qui veulent créer des blockchains, mais qui ne veulent pas s'embêter à tout faire. Et Donc, après, il y a d'autres projets comme par ouais. exemple, d'autres projets comme QNT par exemple, ou Peut-être vous avez des Overledger. questions. Tu m'entends, Warren? Et juste pour répondre à la question d'Aka que je vois dans le chat, une blockchain issue d'une layer 1 et donc d'une layer 0 et donc une layer 1, oui, tout à fait. Une layer 1, mais c'est une layer 1 qui n'est pas. C'est une layer 1 qui va tirer son mécanisme de consensus et son développement, on va dire, par la layer 0. En fait, quand on crée une layer 1, soit on part d'une layer 0 et on prend, on va dire, son code, son langage, pour pouvoir développer sa layer 1. Alors que quand on la développe de notre côté, il faut tout construire. Donc il faut construire il faut mettre en place le langage de développement, comment fonctionnent les smart contracts, comment fonctionnent les transactions, et ainsi de suite. Est-ce qu'on m'entend? Et non, avec plaisir, Akar, n'hésite pas si tu as d'autres questions. Moi, je Vraiment, t'entends. l'idée, c'est comme le disait Oscom Pense juste que avant, bon. c'est vraiment de penser en couches. On va dire que vous avez la fondation de la maison, c'est la layer 0, mais on n'est pas obligé d'avoir une layer 0 pour pouvoir être une layer 1. Par-dessus, on va pouvoir mettre une layer 1, et encore au-dessus, on va pouvoir mettre une layer 2. Non, je ne t'entends pas, Oscom, si jamais tu poses la Ouais. question. Alors attendez, on va juste fixer ça. Ça va être un peu tard. Appelle-le. Bon les gars, petit problème technique, 2 secondes. Je crois qu'il a juste un problème de son, il n'entend pas les autres. Il faut qu'il monte le volume, c'est pour Bon, ça. c'est pas très grave. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On n'entend pas. Non, il va revenir, hein. Bon, vous avez des questions pour le moment? Ouais, Warren, le retour. Je suis là. Ouais, je suis désolé, je sais pas M'entends? ce qui s'est passé. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Alors, désolé, je Ah, ok. comprends. Ouais, Ok. désolé, je sais pas ce qui s'est passé. T'inquiète, pas de problème. De toute façon, vraiment, je t'ai même quasiment pas coupé, c'était juste à la fin. Je voulais juste rajouter pour les layers 0. Il y a aussi d'autres modèles. En fait, c'est soit ils veulent faire du code qui permet de coder des layers 1 from scratch, donc juste l'aspect technologique. Et sinon, on a d'autres aspects, comme par exemple QNT ou Overledger, où ils essayent de gérer justement le problème d'interopérabilité uniquement. Ouais. Donc c'est différentes approches en fait. Layer 0, c'est plus le concept de linker les différentes blockchains ensemble. L'idéal de Cosmos, la situation idéale, ça serait que Cosmos crée un écosystème où toutes les layers, enfin les plus grosses blockchains sont créées dans le cadre de l'écosystème Cosmos et elles peuvent toutes parler les unes avec les autres. Et ouais. Exactement. L'idée, c'est de se dire pourquoi construire sa layer 1 dans son coin alors que je peux me brancher directement à une layer 0 qui va me permettre de mieux pouvoir gérer l'interopérabilité. Aujourd'hui, c'est vraiment un vrai problème, hein. Un peu moins maintenant, mais il y a 2 ou 3 ans, c'était vraiment compliqué. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas passer d'un asset à un autre. Et au-delà de ça, en fait, c'est de gérer l'interopérabilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est géré via des bridges.
principalement. Et en fait, les bridges, ça fonctionne pas parce que les bridges, ça se fait hacker. Vous avez qu'à voir le nombre de news qui sont sortis depuis le début de l'année 2022 pour voir que que des bridges se font hack et parfois ça peut casser des chaînes entières. Typiquement, la chaîne Harmony, que je connais bien de base, la chaîne Harmony maintenant est morte juste parce que le bridge avec Ethereum a été hacké, quoi. Et que tous les fonds ont été retirés et que tous les stablecoins ont perdu leur peg face au dollar juste à cause d'un hack. Et on parle aussi juste rapidement pour finir là-dessus, Axie Infinity qui s'est fait voler 600 millions de dollars en début d'année juste parce que leur bridge était pourri, quoi. D'ailleurs, quelle histoire stupide, parce que ça, c'était juste parce qu'ils avaient pas assez de gens Ouais, attachés. Ça n'a aucun sens. Bah, l'histoire exactement. d'Axie, elle est un peu triste. En gros, ils avaient un Gnosis Safe et je crois qu'il y avait un des membres. Ils avaient compromis, ils avaient hacké, je sais pas, 3 ou 4 personnes de la team Intech qui avaient accès au Gnosis. Et Ouais. le dernier membre, ils l'ont chopé sur une offre d'emploi fictive. Et du coup, il a cliqué sur le lien, ils ont eu accès sur le dernier signe de Gnosis. Ouais, Enfin, c'est terrible, quoi. ouais, Et du coup, ils ont perdu 600 M. exactement. Je devrais Et, pas rire, ouais, non, mais c'est cocasse, quoi, on va dire. Mais oui, l'idée, c'est que, voilà, en fait, d'avoir l'interopérabilité directement inclus dans la chaîne et dans le protocole de la chaîne évite les bridges et évite les hacks. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Et pareil, sur cette question-là, il y a plein d'autres technologies qui existent, notamment, moi, la chaîne qui me fascine le plus, je vous en parlerai peut-être un peu après, c'est Algorand, qui ont une équipe derrière de tech et de dev assez impressionnante, et les mecs ont inventé une technologie qui permet de faire du bridging sans bridger des assets. Et je trouve ça assez impressionnant. On peut passer à la slide suivante, du coup. Donc là, c'est un petit redit de la présentation de la dernière fois sur la valeur. Il y a, on va dire, deux trilemmes à bien garder en tête lorsque l'on essaye d'analyser une Layer 1, à savoir le premier qui est le trilemme technique qui a été mis en avant par Vitalik Buterin, qui est le trilemme décentralisation, sécurité et scalabilité. Enfin, pour lui, il faut forcément qu'une blockchain fasse le choix de deux de ces on va dire normalement c'est un triangle, donc on va dire de deux pointes du triangle et lorsqu'une chaîne choisit pardon, deux têtes, enfin, putain, deux têtes d'un triangle, il va forcément laisser de côté la dernière. Typiquement, si on parle de décentralisation et sécurité, c'est-à-dire ce qu'essaye de faire Ethereum, en fait, on voit bien que la scalabilité est laissée de côté. Quand on parle de Solana, on a la sécurité et la scalabilité qui sont choisis. Donc on laisse la décentralisation de côté. Donc à chaque fois, la Layer 1 va devoir choisir une de ces trois problématiques et en adresser que deux généralement. Donc pareil, vous essayez de voir dans votre choix d'aller sur une chaîne ou d'utiliser une DApp qui se trouve sur une Layer 1, qu'est-ce que vous favorisez en premier? Est-ce que vous favorisez la décentralisation, la sécurité ou la scalabilité? C'est pour ça que, par exemple, il y en a beaucoup qui détestent Solana, Avalanche ou toutes les chaînes un peu dites centralisées, parce qu'en fait, de base, la validation des transactions se fait via un très petit nombre de validateurs. Par exemple, sur Solana, je crois qu'il y a une dizaine de validateurs, mais ça en fait une chaîne très centralisée. Côté Ethereum, jusqu'à là, au Proof of Stake, c'était les mineurs sur la chaîne qui validaient les transactions. Donc voilà, faut être assez à l'aise avec ça et à savoir que plus une chaîne est centralisée, plus il y a des risques dits de censure ou alors on va dire de cassage de la chaîne. À savoir que les transactions peuvent être supprimées, on peut revenir dans le temps dans la chaîne et relancer la chaîne à un moment précis. Typiquement, c'était une des choses qui avait été proposée pour Terra lorsqu'il y a eu le collapse total de Luna et de l'UST. Ensuite, deuxième trilemme à avoir en tête, c'est celui de la valeur. À savoir que est-ce que cette chaîne va, on va dire, avoir une valeur aux yeux des utilisateurs de technologie blockchain ou aux yeux du public. Parce que typiquement, aujourd'hui, je vous donnais l'exemple d'Harmony One. Harmony One, aujourd'hui, sur l'utilité, la liquidité et l'ancrage dans le réel,
Aujourd'hui, c'est quasiment nul puisque le plus gros protocole de DeFi sur la chaîne est en train de se barrer sur l'autre chaîne. À savoir que ce protocole représente 90% des transactions de la chaîne. Je veux dire que la chaîne est morte. Au niveau de l'utilité, vu que plus personne veut l'utiliser, la chaîne ne sert plus à rien. Au niveau de la liquidité, tous les stablecoins qui ont été bridgés depuis Ethereum ont perdu leur peg, donc en fait ça ne sert plus à rien. On ne peut plus utiliser de stablecoin sur la chaîne, donc savoir que les stablecoins représentent la majorité des transactions aujourd'hui dans le milieu de la crypto, pourquoi aller sur une chaîne où on ne peut pas utiliser des stablecoins? Et enfin, ancrage dans le réel, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un problème pour trouver des projets qui viennent ancrer dans le réel Harmony et qui viennent créer des dApps utiles pour la chaîne. Donc il faut bien faire attention, et c'est pour ça qu'on va avoir des chaînes qui ont pu par le passé être très fortes, parce qu'en fait c'était les seules chaînes qu'il y avait sur le marché, donc l'offre était restreinte. Je pense par exemple à la chaîne NEM ou à la chaîne Tron, ou même Litecoin, qui a pu perdre de sa superbe ces dernières années. Mais vraiment, il faut toujours faire attention à ce côté, est-ce que la chaîne est utilisée, et est-ce que je vais pouvoir venir, on va dire, faire des conversions de crypto à stablecoin sur cette chaîne. Je vais rajouter un petit point sur ce sujet, parce que je trouve que c'est un sujet important et dont on parle pas assez. Euh, En fait, il faut savoir que pour moi, le play de la blockchain layer 1, ok, c'est le play de l'utilisation. C'est-à-dire que vous voulez, si vous créez une infrastructure, une blockchain layer 1, vous voulez être la blockchain utilisée pour toutes les transactions dans le futur, ou en tout cas répondre à une demande claire dans un secteur où il y a de la demande. Et en fait, du coup, les différentes blockchains, en général, ils créent l'infrastructure. Ensuite, ils ont une chaîne fonctionnelle. Grâce à cette chaîne fonctionnelle, ils lèvent des fonds, ou en tout cas, ils arrivent à choper beaucoup plus de ces spéculateurs, donc beaucoup plus d'argent. Grâce à l'argent, ils ont des fonds, plusieurs centaines de millions, qui peuvent déployer pour fund des projets dans le cadre de la chain, ce qui en fait donne de l'argent à des développeurs qui vont donc utiliser la blockchain pour construire des choses par-dessus et l'ancrer dans le réel. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le côté infrastructure. Dès que l'infrastructure marche, vous avez des fonds. Et quand vous avez les fonds, vous voulez utiliser les fonds pour créer des nouveaux produits et des nouveaux protocoles qui vont potentiellement attirer des nouveaux utilisateurs, etc. Dans Exactement. le cas de Harmony, par exemple, toute leur stratégie, c'était une stratégie très axée sur le gaming. Mais bon, du coup, l'idée initiale était bonne. Le DEX avec DeFi Kingdom, ça avait bien marché. Le problème, c'est que par la suite, il y avait de un, pas d'autres jeux qui étaient fonctionnels et qui étaient sur cette chain. Et de deux, il y avait tout le hack qui a complètement détruit les fonds qui étaient censés être utilisés pour fund le développement continu de la chain. Tout à fait. Donc, vous comprenez le problème, ou si vous n'avez pas de fonds, vous n'avez pas de développeurs qui sont incentivés pour créer des nouvelles expériences, et s'ils ne créent pas de nouvelles expériences, votre chain meurt progressivement et va à zéro. Par exemple, EOS, c'est un très bon exemple. EOS, Bonjour à c'était toutes. une excellente chaîne d'un point de vue technologique, centralisée, ce qui était son défaut, mais d'un point de vue technologique, elle était très similaire à Solana et très fonctionnelle, mais ils ont toujours raté le coche, ils n'ont pas investi, ou en tout cas, je sais pas, la EOS Foundation ou je sais pas quoi, ils n'ont jamais vraiment utilisé leurs fonds pour investir dans dans des projets, pour pousser le développement sur leur chain, etc. Ils ont raté le coche de l'adoption, et du coup, ils se sont fait complètement défoncer par Solana, qui eux ont énormément investi dans plein de différents projets, dans plein de différents trucs, supportés par Alameda et FTX, et voilà. Donc, Exactement. vous comprenez différentes stratégies, différentes approches, et vous voyez que les chains qui gagnent sont les chains qui sont utilisées, donc Ethereum, Solana, pendant un moment Avax parce que c'était utilisé. Ils avaient la théorie des subnets, mais bon, ça n'a pas super bien marché, donc à voir. Voyez. Et je pense que Ouais. si vous investissez dans une Layer 1, c'est vraiment la première chose que vous voulez regarder, c'est qui code dessus, qui fait des choses sur le protocole, et pourquoi. Ça tombe bien, ça me permet de passer à la slide suivante et de faire une transition. Mais du coup, pour répondre à Aka très rapidement, oui, en gros, c'est vraiment les fondamentaux et la liquidité qui priment. Une chaîne où tu peux pas, enfin, une chaîne sur laquelle tu n'as pas de liquidité, à quoi ça sert d'y aller? Parce qu'en fait, tu pourras pas swap tes tokens, tu pourras pas swap sur du stablecoin, tu pourras pas non plus utiliser tes tokens parce que il y aura pas de dApp dessus. Et vraiment, c'est ultra important de voir aussi on va dire, la santé de la chaîne. Rapidement, pour revenir à ce que disait aussi Oscom, typiquement, je vous donne je pense que même le meilleur exemple qu'on a sur des chaînes qui ont essayé de trouver un problème qui était déjà résolu par ailleurs, c'est la chaîne qui s'appelle VeChain,
avec le token VET et le VTHO, si je me souviens bien, pour payer le gas fee. En fait, eux, ils ont vraiment dit, nous, ce qu'on veut, c'est créer une chaîne sur laquelle en fait, on va essayer on va dire, de numériser la logistique, mais de mettre une couche blockchain derrière pour pouvoir ancrer dans le réel les différents points d'un colis. Typiquement, le colis part de Chine, il passe par où? Ok. Comment je valide les papiers liés à ce colis? Je le valide parce que les papiers ont été enregistrés sur une blockchain et ainsi de suite. Donc ça part d'un bon sentiment, mais le souci, c'est que on peut le faire en blockchain privée. Parce que pareil, une autre chose qu'on pourra aborder un jour, c'est qu'en fait, il y a des blockchains publiques, mais il y a également des blockchains privées, avec des entreprises comme par exemple Hyperledger, qui vont en fait créer des outils qui vont permettre de développer des blockchains privées pour les entreprises. C'est-à-dire que des entreprises de logistique ce qu'elles ont fait, c'est que plutôt que d'investir dans VeChain et d'acheter des tokens VET pour pouvoir utiliser la chaîne, en fait, elles ont juste développé leur blockchain privée dans leur coin. Et du coup, tout le cas d'usage de VeChain est cassé puisque maintenant ils ont une alternative et une alternative qui convient mieux aux entreprises parce que les entreprises, vu que c'est souvent des documents sensibles, en fait elles préfèrent les garder de leur côté plutôt que les mettre sur une blockchain publique. Donc, pour enchaîner sur ce que disait aussi Oscom sur comment on choisit une chaîne et qu'est-ce qu'on doit regarder avant d'y investir? Généralement, quand vous tapez ça, genre comparaison des chaînes ou que vous tapez Top Layer 1 sur Google, vous allez tomber sur ce type de tableau. Et on va vous donner un ensemble de données à regarder. On va vous dire c'est quoi la rapidité des transactions, combien de temps met une transaction pour être validée, c'est quoi la scalabilité, machin et tout. En fait, ça, c'est qu'une partie de l'équation. Parce que dans l'équation, il faut se rappeler le trilemme technique et le trilemme de la valeur exposé juste avant. Et il faut se rappeler, et il faut garder en tête aussi ce qui vient juste après. Donc, on peut changer de slide. Tant que ça arrive, voilà, c'est aussi le trilemme encore, parce qu'il y a plein de trilemmes dans le milieu de la blockchain, c'est celui de la simplicité. Euh, Comme le disait Oscom, c'est qu'une chaîne qui n'est pas simple à utiliser, personne ne va l'utiliser. Typiquement, au début, pourquoi Ethereum n'était pas très utilisé? Parce qu'il n'y avait pas forcément de wallet pour interagir. Il n'y avait pas forcément de dApp sur lesquels échanger ou utiliser ses Ethers et ainsi de suite. Donc, c'est quoi d'abord, enfin, comment on l'utilise, comment on développe et comment aussi on améliore la chaîne, parce que c'est quelque chose qui est important. Là, on le voit dans le cas de The Merge. Euh, c'est important aussi de pouvoir mettre une chaîne à jour pour pouvoir intégrer de nouvelles fonctionnalités. Donc pour revenir vraiment à la question de l'utilisation, là on parle vraiment de comment j'interagis avec la chaîne. Est-ce qu'un wallet existe ou pas pour la chaîne? Parce qu'aujourd'hui vous avez des chaînes qui sont par exemple en développement, et ces chaînes en développement n'ont pas de wallet. Je pense par exemple à une chaîne comme Aptos ou Sui, qui sont des dérivés de ce qu'a voulu faire Meta, donc ancien Facebook, avec son projet d'IM, qui sont des chaînes qui aujourd'hui sont en cours de développement et veulent attaquer la part de marché de Solana et qui sont encore que sous format de testnet. Donc aujourd'hui, pour pouvoir faire des tests ou utiliser la chaîne Aptos ou Sui, il faut installer tout un bordel sur son ordinateur pour pouvoir interagir avec. Typiquement, ça donne pas forcément envie d'aller sur ces chaînes-là parce que la simplicité d'utilisation n'est pas là. Si on prend juste un Et exemple, je tiens oui, à rajouter quelque chose ici, simplicité d'utilisation, non seulement d'un point de vue utilisateur, c'est-à-dire qu'est-ce qui a déjà été créé, mais aussi simplicité de dev. Et ça, c'est souvent pas adressé, mais exactement, par exemple, il y a différents types de codes qui sont plus accessibles et d'autres qui le sont moins. Et en fait, exactement, les blockchains, maintenant, enfin, beaucoup de celles, des nouvelles qui arrivent et ce sur quoi ils travaillent, ils essayent de développer des SDK ou des modèles de tooling pour les codes, pour les développeurs qui sont très accessibles. Et en fait, par exemple, le move récent le plus big, moi je trouve, hein, d'un point de vue code, c'est le move de Solana qui a rajouté Move dans son roster de justement, code. Parce que moi, je parlais avec un pote à moi qui est développeur qui a dit qu'il codait sur Sui et je crois qu'ils utilisent Move aussi. c'est Euh, ça, ça et vient du de là, coup, ouais. il m'a dit que c'était absolument hallucinant, que c'est un plaisir de coder sur Move par rapport à Rust, alors que Rust, c'était vraiment, vraiment une galère, un enfer à coder dessus. Donc c'est quelque Exactement. chose qu'il faut vraiment pas sous-estimer parce qu'en fait, au final, le développeur, il a aussi envie d'avoir du plaisir quand il code sur une chain. Et créer ce genre de technologie, c'est utile. Un autre Exactement. exemple, c'est Radix. Je crois qu'ils ont fait tout leur propre langage de code, etc., pour coder facilement euh, sur des smart contracts. Et donc voilà, mais on voit que ça devient une vraie priorité, en fait.
Tout à fait. Et justement, bah, ça me permet d'enchaîner moi sur mon deuxième point qui est effectivement la simplicité de développement. Où là, c'est vraiment important de se dire, bah, est-ce que les développeurs ont des outils pour développer, ont des ressources, du contenu pour développer, pour faciliter leur développement et faire en sorte que l'idée qu'ils ont en tête euh, puisse devenir réalité. Parce que aujourd'hui, développer un smart contract, ça prend du temps, ça reste compliqué, et c'est aussi on va dire, une partie de l'équation qui fait qu'une Layer 1 arrive à attirer des développeurs. Parce que comme le disait Oscom, plus ça va être simple de développer, plus un développeur va vouloir y aller. Typiquement, dans le cas d'Ethereum et de Solana, Ethereum, eux, ils ont choisi de développer leur propre langage de développement appelé Solidity. Ils ont mis à disposition du contenu et des librairies de développement pour pouvoir faciliter et accélérer le développement. Et ils se sont dit que bah, Solidity, ok, c'est le langage spécifique à Ethereum, mais on va faire en sorte que toutes les chaînes qui veulent utiliser l'IVM, donc la machine virtuelle d'Ethereum pour pouvoir valider des transactions, mais en fait, on va pouvoir aussi leur mettre à disposition Solidity pour qu'ils puissent développer. Typiquement, aujourd'hui, des chaînes comme Avalanche, Phantom, Harmony utilisent le langage Solidity pour pouvoir, développer les smart contracts. Donc, et côté Solana, donc comme en parlait Oscom, à la base c'est le langage Rust qui a été utilisé, mais ils ont implémenté dernièrement Move. En fait, depuis le début, la Solana Foundation travaille sur le langage Move avec les équipes qui étaient derrière Diem. Donc, les premières chaînes à bénéficier de ce langage sont Aptos et Sui, qui sont, comme je disais tout à l'heure, deux blockchains qui proviennent du projet Diem qu'a abandonné Facebook. Mais ils ont laissé les développeurs ils ont essayé de développer, récupérer leurs travaux et développer leur blockchain dans leur coin. Petite info pour montrer que Sweep va devenir une grosse chaîne, enfin Sony, Sui et Aptos vont devenir des grosses chaînes. Les deux entreprises derrière ces deux blockchains ont levé plus de 300 millions de dollars là dans les dernières semaines. Donc ça montre qu'il y a un attrait fort pour ces chaînes et pour ce qu'elles souhaitent proposer. Côté Solana, on est Alerte, alerte, ce n'est pas un conseil en investissement, alerte. Ah oui, pardon. Alors, oui, effectivement, tout ce qu'on dit, c'est absolument pas du conseil en investissement, surtout quand on voit la variabilité du marché. Alors, savoir que moi, j'ai une approche, on pourra en parler plus tard si vous voulez. Je suis très averse au risque, j'ai très peu d'investissements en crypto et j'en ai des très ciblés. Voilà, je ne fais pas du tout de trading et ce qui m'intéresse, c'est vraiment les fondamentaux. Donc, pour revenir Non mais t'inquiète, je vais juste faire la vanne. à ce qu'on disait, bien sûr, voilà, donc faites bien attention, mais c'est pour ça, typiquement, de base, hein, toutes les blockchains qui vous promettent des APR ou des rewards de staking avec des pourcentages de ouf, fuyez, c'est que c'est forcément des arnaques. Tu vois, par exemple, on voit Acid Croco qui a dit, a bien vu, j'allais all-in là. Donc, tu vois, on a bien fait de faire cette petite note parce que cher ami aurait fait une erreur fatale. Et ensuite, donc, alors, pour finir sur ce trilemme de la simplicité, il y a aussi la simplicité d'amélioration. Et là, c'est important parce qu'en fait, une chaîne, une layer 1, pour qu'elle survive, il faut qu'elle puisse s'adapter à son marché et qu'elle puisse être mise à jour pour pouvoir proposer de nouvelles fonctionnalités, comme une application, pour qu'on puisse rajouter soit de la scalabilité, soit de la sécurité, soit de la décentralisation qui provient du triangle technique. C'est ultra important d'avoir pensé à ça dans le code en amont ou dans le SDK pour qu'on puisse le faire de façon la plus simple possible. Typiquement, aujourd'hui, en termes d'amélioration, on parle souvent de soft fork ou de hard fork. Généralement, les chaînes les plus vieilles, sur lesquelles on n'a pas forcément cette notion d'amélioration qui a été pensée, on va dire, la conception de la chaîne, en fait, on va avoir souvent des hard forks plutôt que des soft forks. Et on va avoir également quelque chose qui est crucial, c'est quoi les méthodes de prise de décision au niveau des améliorations. Parce qu'on reste dans le cadre de la blockchain, de la décentralisation, c'est comment on se met d'accord pour faire une mise à jour ou pour mettre en avant une fonctionnalité plutôt d'une par rapport à une autre. Typiquement les Ethereum Improvement Proposal, les EIP ou les Solana Improvement Proposal, comment on fait pour se mettre d'accord pour savoir qu'est-ce qu'on va développer en premier, en priorité et rajouter sur la chaîne. Typiquement, dans le cadre d'Ethereum, les mises à jour, c'est via logiciel.
et via la machine virtuelle d'Ethereum. On peut avoir des hard forks ou des soft forks. Le dernier hard fork en date, c'est celui de The Merge, qui fait passer Ethereum totalement en proof of stake. Et il y en a qui ont décidé de développer Ethereum proof of work de leur côté. Alors même qu'on a Ethereum classique, mais ça, on pourra en reparler une prochaine fois. Et la méthode de prise de décision est dite off-chain. En tout cas, quand Ethereum était encore proof of work, c'était off-chain. Les développeurs discutaient avec la communauté sur les forums de la fondation Ethereum et se mettaient d'accord via de la discussion et via des votes pour pouvoir mettre en place une EIP ou pas. Côté Solana, on peut avoir que des hard forks, bien que ce soit encore jamais passé. euh, mais pas de soft fork, parce qu'en fait, le software a été fait, le software derrière Solana a été fait pour pas qu'il y ait normalement de fork. Les seuls qui peuvent arriver, c'est des hard forks si jamais des validateurs se mettent d'accord entre eux et font une sorte d'attaque 51%, vous en avez peut-être déjà entendu parler, sur la chaîne et décident de hard fork la chaîne principale. Et ensuite, les décisions sont dites on-chain parce qu'en fait, on peut aller voter avec ces tokens pour dire bah ok, je vais plutôt faire passer cette proposition plutôt qu'une autre. C'est un peu comme ce que font beaucoup de protocoles DeFi sur Ethereum et on se met d'accord en fait, en votant avec le nombre de tokens qu'on a de notre côté. Et ensuite, donc là, c'est un peu tronqué, c'est tout ce qui est en bas à droite. Au-delà de ce trilemme de la simplicité, il y a une dernière chose à prendre en compte, et c'est d'ailleurs une des motivations principales du passage d'Ethereum au Proof of Stake, c'est vraiment la notion d'écologie qui est de plus en plus mis sur le devant de la scène avec euh, le proof of work parce que Bitcoin consommerait, paraît-il, beaucoup trop d'électricité et que la plupart des régulateurs dans le monde, notamment le régulateur américain, fait attention à cette consommation d'énergie et a même failli bannir dans l'État de New York le proof of work, juste parce que, ce qui paraît, c'est pas très écologique. Donc voilà, donc bien à garder en tête, le trilemme technique, le trilemme de la valeur et le trilemme de la simplicité. Ensuite, juste pour répondre à Code34 là, sur Twitch, Move, c'est le langage de Libra. Effectivement, c'est le langage qui avait été développé à la base pour le projet Libra, qui s'est renommé Diem au passage, euh, afin de pouvoir gérer toutes les transactions sur la blockchain de Facebook. Après, alors, de ce que je vois des autres, un langage généraliste comme Rust n'est généralement utilisé que pour la création de la chaîne et le plus souvent pour les smart contracts. On crée du langage spécifique, effectivement. À la base, Rust avait été gardé pour Solana, notamment pour la partie sécurité, parce que Rust est un langage qui donne la part belle à la sécurité au niveau des échanges de données. Et c'est pour ça que ça avait été utilisé. Et justement, c'est pour ça qu'ils ont aussi participé au développement de Move pour la partie smart contract, parce que c'est un langage qui est bien plus pertinent et on va dire malléable pour pouvoir faire du développement de smart contract. Donc c'est pas forcément une bonne idée effectivement de comparer Rust et Move parce que c'est pas la même finalité. Euh, mais c'est des standards, on va dire. Pareil, Solidity, effectivement, c'est pas pertinent de comparer Move et Solidity, parce que la finalité n'est pas la même. Solidity a vraiment été pensé pour la machine virtuelle Ethereum et pour la sécurité, alors que Move a plus été pensé pour pouvoir développer rapidement des smart contracts avec quand même une notion de sécurité. Donc, à voir ce que va donner. À voir ce que va donner maintenant ce langage Move sur les chaînes qui vont l'utiliser. Donc certainement Solana en premier, puis Aptos est suivi une fois qu'elles auront leur mainnet et qu'on pourra voir ce que ça donne. Est-ce que vous avez peut-être des remarques ou des questions avant de passer à la suite? Non? Eh ben, on peut passer à la suite. Pour, Allô? Il a claqué. On a marre. Ah, attendez, on a reperdu notre cher ami Warren. On a perdu notre cher ami Warren, mais je vois que nous avons notre cher ami Oni qui est présent avec nous. Incroyable. Oh ouais. C'est Je, bon pour je- l'entrée. je crois que Warren a turbo bugué. Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais je les DM. Bon, vous allez bien, ça vous plaît jusqu'à maintenant, les gars? Et les filles, hein, je sais pas qui regarde.
Un peu obscur hein, quand même. Comment ça se fait qu'il y a autant de technos qui sont sortis je sais pas si en Web 2 il y avait autant de technos. Ou si tout le monde s'est mis assez vite d'accord, mais putain. Mais comme c'est open source, ça va vite, quoi. Mais si on règle les problèmes de scalabilité là, dans les layer 1, les layer 2, ils servent plus à rien. Ben non, parce qu'en fait, par design, le layer 1, tu peux pas trop le modifier. Tu peux pas trop modifier la layer 1. C'est pour ça qu'en fait, on crée des layer 2, parce que tu peux pas patcher la base de code. En tout cas, c'est très intéressant. Je pense que Warren vraiment a bugué. Peut-être il faudrait peut-être le switch. Ah, Mais ah, ce qu'on disait la Ah, dernière fois sur le fond. Ah, mais sur le Fonda, c'est qu'à la fin tu trouves une chain qui rejoint les trois. oui. c'est pas possible. Si t'as une chaîne qui rejoint les trois, t'es gavé en fait. Je vois pas en quoi on peut pas faire une chaîne qui mixe les trois, genre. Ce que fait Sol pour avoir un truc qui est rapide. Ethereum on peut pas faire un clone, tu vois, Ethereum qui inclut ce C'est truc pour ça que des blockchains comme Ethereum mettront des années à se remettre à niveau par rapport à des nouvelles blockchains. Oui et non, parce qu'en fait, l'avantage d'Ethereum, c'est qu'en fait, tu as quand même tout l'historique des trucs qui ont été built dessus. Donc après, la question, c'est à quelle vitesse, qu'est-ce que tu peux catch up. Théoriquement, les mecs qui sont maxi ETH, c'est aussi l'idée de, tu as tellement de... Enfin, en fait, l'historique d'une chain a énormément de valeur, parce que c'est juste un très nouveau marché. Donc, si une chaîne est fonctionnelle depuis 10 ans, eh bien, elle a plus de valeur qu'une chaîne qui est fonctionnelle depuis 1 ou 2 ans, parce que tu as plus de risques, entre guillemets. Donc, les deux vont toujours exister. Après, c'est sûr que est-ce que Ethereum va être la chaîne qui va dominer le monde dans quelques années? On ne sait pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est la chaîne qui attire le plus d'investissement. Et Voilà. comme tu disais tout à l'heure, Oscom, ce qui est regardé aujourd'hui, c'est vraiment la partie investissement et aussi la confiance que porte le secteur dit institutionnel à une chaîne. Typiquement, aujourd'hui, Ethereum est très utilisé par les banques ou les fonds d'investissement parce que c'est la chaîne dite la plus sécurisée pour de l'investissement long terme ou pour pouvoir utiliser de la DeFi. Bon, du coup, on t'a retrouvé, Warren. J'espère que tu vas Exactement. bien. Je vais toujours bien et je sais pas pourquoi je suis vraiment désolé, mon ordinateur a décidé de bugger de temps à autre ce soir. T'inquiète, pas de problème. Hmm. Donc, Donc du reprenons coup, sur ETH. ouais, où est-ce que je m'étais arrêté? Enfin, où est-ce que vous m'avez perdu? T'avais pas commencé la slide en fait. Ok, bah très bien. Ça me permet, tiens, très rapidement de rebondir sur ce que dit Tamwill dans le chat, sur Tezos. Bah, justement, Tezos, j'en reviens à ce qu'on disait avant sur la facilité de développement et les langages de développement. Typiquement, Tezos aujourd'hui pêche parce que leur langage de développement, qui est un langage spécifique appelé le Michelson, qui a été développé par la fondation Tezos, est un langage horrible pour coder. Et du coup, les quelques personnes qui sont chauds pour développer dessus euh, adorent ce langage parce qu'on peut faire plein de choses avec, mais par contre, apprendre les bases pour pouvoir développer des trucs de fou dessus, bah, c'est super long. Et du coup, la fondation Tezos essaye de créer une tonne de contenu, une tonne de librairies pour pouvoir aider les gens à développer. Et ça freine l'adoption de Tezos, et ça fait qu'au final, il n'y a que des grosses boîtes qui deviennent bakers, donc c'est-à-dire les validateurs sur la chaîne Tezos, ou alors qui développent des choses dessus. Meilleur exemple, Nomadic Labs, qui est une société française. Les mecs, c'est devenu les experts de Tezos et il y a tout le monde qui vient les voir pour pouvoir développer des choses. Parce que c'est compliqué. Donc, pour en revenir à ce que je disais sur The Merge et Ethereum 2.0. En fait, l'actualité par rapport à The Merge, c'est tout simplement que le mécanisme de consensus d'Ethereum est passé de Proof of Work à Proof of Stake. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça fait des années que les développeurs développent sur ce qu'on appelle la Beacon Chain. Euh, si vous avez déjà entendu le terme au cours d'un article ou d'une vidéo, la Beacon Chain, en fait, c'est vraiment le testnet de la communauté Ethereum pour pouvoir tester le Proof of Stake dans le cadre d'Ethereum. Et ce qui s'est passé avec The Merge, en fait, c'est qu'on a, on va dire, fusionné, un peu comme on le voit sur le même, ou comme dans Dragon Ball, si vous avez déjà vu la série. On va fusionner en fait cette beacon chain avec la chaîne principale d'Ethereum qui fonctionnait jusqu'alors en proof of work. Donc c'est pour ça qu'on parle d'execution layer et de consensus layer. La consensus layer étant la beacon chain qui va porter le mécanisme de consensus, le nouveau mécanisme
qui est le proof of stake, donc la preuve d'enjeu en français, et l'execution layer, qui est la partie de la chaîne qui normalement valide les transactions, et qui est à la base la chaîne qui était proof of work. Donc, en mélangeant les deux, ça nous donne le début d'Ethereum 2.0. On peut passer à la slide suivante si vous n'avez pas de questions. Ouais, celle-là, parfait. Donc, de merge, en fait, pourquoi, j'ai envie de dire. Pourquoi en fait pourquoi Vitalik Buterin et l'équipe de core développeurs derrière Ethereum ont voulu passer à un nouveau mécanisme de consensus? Premièrement, et c'est ce qui ressort le plus, c'est vraiment pour réduire la consommation énergétique de Ethereum, qui a diminué, selon les dires, de 99,95% en passant au proof of stake, plutôt que d'être sur du proof of work. Clairement, quand on a juste une solution logicielle pour valider les transactions plutôt qu'une solution physique avec des cartes, avec des GPU pour pouvoir valider les transactions, clairement, ça utilise moins d'électricité. Mais est-ce que passer du proof of work au proof of stake et réduire cette consommation énergétique est ce qu'il y a de mieux pour la sécurité de la chaîne? Ça reste encore à voir. L'idée aussi derrière le passage au proof of stake, c'était de réduire le coût d'accès à la chaîne. Là, je l'ai vraiment mis entre guillemets, parce que si on veut devenir validateur sur la chaîne Ethereum, il vous faut quand même 32 Ethers. Donc au prix d'aujourd'hui, ça fait quand même une belle somme, mais pour tous ceux qui en avaient auparavant, ils vont pouvoir devenir des validateurs et récupérer une partie des transaction fees pour le fait qu'ils mettent en proof of stake leur Ether. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment pour permettre l'ajout de fonctionnalités, puisque l'idée en passant en proof of stake, c'est de passer également un ensemble de codes, on va dire, qui vont permettre à Ethereum de passer à la suite d'Ethereum 2.0, parce qu'en fait, juste le merge en lui-même, ce n'est pas Ethereum 2.0. Ethereum 2.0, c'est 5 étapes qui vont prendre plusieurs années encore avant d'être mises en place pour pouvoir vraiment atteindre Ethereum 2.0. Donc, pour revenir à ce qui était dit dans le chat, c'est que oui, ça va mettre des années à Ethereum d'être mis à niveau par rapport aux nouvelles blockchains, mais comme le disait Oscom, ce que vont regarder les investisseurs institutionnels, c'est vraiment cette partie historique de la chaîne et sécurité des transactions et des données. Donc Ethereum, quoi qu'il arrive, même si demain ça sera peut-être pas la blockchain numéro 1 en termes de valeur boursière, j'ai envie de dire, enfin de capitalisation de marché, ça restera la chaîne la plus sûre et la plus utilisée par les grosses institutions, parce qu'ils sauront que c'est compliqué de venir faire des choses, hacker la chaîne ou faire des choses sur la chaîne, des choses malveillantes sur la chaîne. Donc en termes d'implication, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on change de mécanisme de consensus. On passe de proof of work à proof of stake. On passe du minage au stacking. On a également des risques un peu plus de censure. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les articles ou des vidéos dernièrement sur cette question du risque de censure. C'est qu'en fait, en passant du proof of work au proof of stake, on passe sur une chaîne qui est un peu plus centralisée que ce que n'était Ethereum quand elle était sur proof of work. Si, alors j'ai pas mal réfléchi sur ce sujet parce que j'ai regardé un podcast de Vitalik la semaine dernière. Ouais. Et en fait, lui, justement, dans le podcast, il avait une opinion complètement inverse où il disait qu'en mode le proof of stake, ça le rendait complètement censorship résistant parce que du coup, à l'inverse des mineurs, tu peux pas. En fait, ils s'en foutent qu'il y ait par exemple des acteurs un peu plus centralisés qui se font shut down par exemple s'ils ont un plus gros stake. Parce qu'au final, ce qui compte dans le proof of stake, c'est juste d'avoir plein de différents ordinateurs qui sécurisent la chain. Et donc, limite, si tu as un gros staker qui disparaît, bah, c'est limite boule parce que du coup, tu as des fonds qui sont lock. Donc voilà, j'ai pas d'opinion claire sur ce sujet de censorship sur ETH. Je crois qu'il y a des opinions dans les deux sens. Oui, tout à fait. Mais moi, de toute façon, le proof of stake, tout dépend de j'en parlerai un peu plus tard, mais tout dépend en fait de la distribution effectivement on va dire de la puissance de validation. Et quand je dis puissance de validation, c'est combien de personnes qui ont minimum 32 Ethers qui permettent de valider des transactions. Typiquement, ce nombre d'Ethers, Vitalik en avait parlé,
pour pouvoir valider va normalement diminuer avec le temps. Donc demain, potentiellement, on pourra devenir validateur sur la chaîne avec un Ether, voire moins. Donc pour moi, c'est pas un problème. C'est juste effectivement dans le cadre, on va dire, légal et réglementaire actuel, qui bouge beaucoup et qui va pas dans le sens de la technologie, notamment aux États-Unis. Il y en a plein qui ont soulevé cette question de risque de censure, parce qu'on a vu le cas avec Tornado Cash, où en gros les mecs ont débarqué, ils ont arrêté un développeur et ils ont cassé le protocole Tornado Cash. Mais effectivement, sur la partie passer sur de Proof of Stake, surtout, ça va permettre justement à plus de gens de devenir validateurs. Et ça, c'est pas plus mal. Et ça permettrait à terme d'avoir un risque de censure qui va être affaibli. Et c'est juste en fait vraiment au moment du merge où en fait il va y avoir que les grosses pools, typiquement Lido Finance, il y avait Celsius avant aussi, Ouais. en fait de valider les transactions et en fait ils vont être majoritaires. Mais avec le temps, normalement, ça devrait diminuer. C'est Notamment, quoi le minimum maintenant? C'est 32, c'est ça? c'est 32 Ethers exactement. Ah, ok. Et avec le temps, normalement, ça devrait diminuer. Ensuite, en termes d'application, on a aussi la partie en fait, mise à jour, et ça, je vais en parler juste après, qui permet en fait, d'ajouter des fonctionnalités de manière beaucoup plus simple. Et ensuite, on a également le hard fork de Ethereum Proof of Work. Alors, ceci n'est pas un conseil d'investissement, ce que je vais dire, mais franchement, restez loin de cette chaîne, il va rien se passer. C'est juste 2-3 mecs dans leur coin parce qu'ils ont dû acheter du matos dernièrement et qu'ils n'avaient pas de retour sur investissement. Ils se sont dit, on va faire ça, on va amener des pigeons et on va faire un exit sur leur liquidité et récupérer notre thune et se casser. La dernière fois qu'il y a eu un truc comme ça a donné Ethereum classique. euh, et on sait où ça en est aujourd'hui, Ethereum classique. Donc voilà, je comprends pas pourquoi d'ailleurs les mineurs qui sont pas contents ne sont pas directement allés sur Ethereum classique plutôt que de faire un hard fork. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Les gens prennent leurs décisions. Ouais, mais Ensuite, bon, c'est clairement un. Enfin, pour le moment, c'est un échec. Après, à voir ce qui oui, va se passer, mais ça m'étonnerait. Puis je vois tous les protocoles, ils sont en mode on va pas build sur Proof of Work, oui, donc je pense que c'est fait à l'arrache, hein. oui, C'est je pas pense bien aussi. fait. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment une stratégie d'exit liquidity où en fait ils ont besoin de pigeons pour récupérer de la thune. Mais de ce que C'est j'ai ça que je vois. compris, il y a Justinson derrière en plus, je crois, derrière ce truc. Donc, bon. Ça me dit quelque chose. C'est pas un mec derrière Et EOS? Tron, Tron, pardon. je crois, Ouais, hein. Je crois que c'est Tron, Justinson. Ouais, Bref, c'est ça. peu importe. et peu importe, ouais. Euh, Et du coup qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui change pas? Donc, ce qui change, c'est le mécanisme de consensus, comme je disais tout à l'heure, la méthode de validation, puisque là, on est sur de la validation à preuve d'enjeu plutôt qu'à à preuve de travail. Euh, Si vous voulez, on parlera un jour aussi méthode de validation, mais on pourra également en parler pendant des heures. Il y a potentiellement également la méthode de prise de décision des EIP, comme je disais avant, où maintenant, potentiellement, les prises de décision vont être votées en fonction du nombre de tokens d'Ether qu'on a. Et on va pouvoir avoir une plus grande puissance de vote en fonction du nombre de tokens qu'on a. Donc plus on a de tokens, plus on a de puissance de vote. C'est déjà ce qui se passe par exemple sur Uniswap, si vous voulez un exemple. Également, et ça alors c'est le seul point que j'ai pas encore pu creuser vraiment, mais à ce qui paraît, d'après les calculs de 2-3 articles que j'ai vus, c'est qu'en fait l'inflation, donc le nombre de nouveaux tokens émis a été réduit, et depuis EIP 1559, normalement, il y a un mécanisme de burn qui a été mis en place. Et d'après les dernières analyses, il y aurait plus de burn que de création de nouveaux tokens. Donc ça fait que, Alors, normalement. en ce moment, non. En ce moment, c'est inflationnaire. En fait, il faut savoir Ok. que l'inflation annuelle, elle doit être de 4%, 5%, un truc comme ça. Mhm. En fait, le burn, il est plus élevé si les gaz fees augmentent, bien sûr. Donc, Mhm. en fait, Tout à fait. il y a le burn. Puis elle est utilisée. En gros, ETH va être déflationnaire dans la situation où il y a un bull run NFT, où il y a des nouveaux modèles Ouais. de protocoles qui sont utilisés sur ETH, etc. Donc ça, c'est un scénario où ETH va être déflationnaire parce que du coup, toutes les transactions fees, en fait, il y a un pourcentage qui va dans le burn et du coup, ça équivalent par rapport au supply growth qui est maintenant constant, Mhm. qui est de, pour être très exact, alors je sais plus. Bref, il est de quelques pourcentages par an. C'est vraiment que dalle. Ouais, c'est pas grand-chose. Et Je du- crois que c'est voilà, c'est 4,5% par an, je crois. Donc c'est tu vois, c'est le seul truc que j'ai pas eu le temps de creuser, mais ouais, c'est ça, 0,5. c'est 4,5% par an et après le burn, ça dépend du nombre de fees. Ouais. Donc à voir, en fait, le truc c'est que même si, par exemple, en fait, le truc c'est qu'avec les prochains développements d'Ethereum,
Même les gas fees vont diminuer. Donc, Diminuer, ouais, tout à fait. voilà, moi je ne compterais pas sur le fait de dire que c'est une chaîne déflationnaire. Par contre, c'est quand même très probable enfin déjà la supply growth est très très limitée parce qu'avant en modèle proof of work c'était bien plus. Donc en fait techniquement on a moins de supply growth qu'avant, donc moins de supply. Mais voilà. Je vais te dire à voir. À voir ce que ça Important de donne. dire également maintenant, pardon, juste un dernier mot sur ce sujet, que la supply grossit maintenant, mais elle n'est pas sur le marché. Donc actuellement, Oui, il est techniquement, il y a stacké. un burn. Non, mais Mhm. techniquement maintenant, il y a un burn et techniquement maintenant, la supply sur le marché d'Ethereum diminue tous les jours. Dans 6 mois, il y aura le unlock qui commence et le vesting, c'est à partir de 6 mois et ensuite c'est sur un an ou plusieurs années. Donc c'est un vesting ultra ultra long. Voilà. Ce qui me donne une bonne transition pour parler de ce qui ne change pas, ce sont les frais de gaz qui n'ont pas diminué, la scalabilité de la chaîne qui est toujours la même, et l'accessibilité aux tokens stackés. En fait, on peut, les tokens qui ont été stackés, on ne peut toujours pas les déstacker. Voilà. Tant qu'on n'a pas une future mise à jour. Et du coup, on peut passer à la slide suivante. C'est une petite blague, je veux dire, Ether est enfin un jour, enfin c'est enfin un jour pour l'instant, puisque, et on peut passer à la slide d'après, puisque il reste encore 4 autres grosses mises à jour d'Ethereum à venir, et qui a été présenté il n'y a pas si longtemps que ça par Vitalik Buterin. Donc dans le petit encart objectif, vous avez, on va dire, l'objectif de ces différentes mises à jour, vraiment très réduit. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je préfère poser la question. Ouais, on Ouais, ouais, t'entend. ouais. Et d'ailleurs, Parfait. juste Je préfère quand même poser la question. petite correction juste avant. Je suis pas exactement sûr sur les chiffres que j'ai dit, donc faites vos recherches pour TH avec le staking et le burn rate. Et du coup, Dans le effectivement, chat. c'est bien et juste dans l'objectif, c'est bien sharding et pas sharing, mais je pense que c'est la correction automatique de mon ordi et j'ai pas fait gaffe. Donc c'est bien sharding et pas sharing. Donc, alors, les différents objectifs des différentes phases de mise à jour d'Ethereum, c'est tout d'abord The Merge, qui était le changement on va dire l'objectif principal, c'était vraiment le changement de mécanisme de consensus. Le Surge, ça va être le début d'implémentation de la technologie de sharding. Le sharding, c'est quoi? C'est en fait, on va découper les transactions en petits morceaux avant de les regrouper et d'envoyer un ensemble de transactions sur Ethereum. C'est un peu ce que fait aujourd'hui Polygon, à savoir qu'en fait j'ai un ensemble de transactions que je compacte et qu'après j'envoie à la chaîne principale pour vraiment faire très rapide. Et si jamais vous voulez un exemple de sharding déjà en production sur un mainnet, allez voir Harmony, même si la chaîne est en train de se casser la gueule. Mais au moins vous comprendrez comment fonctionne le sharding, puisqu'ils ont des ressources sur ça. Ensuite, The Verge, et non pas la verge pour la petite blague, c'est l'amélioration du sharding et sa finalisation. The Purge, ça va vraiment être le nettoyage de printemps des données. L'idée, c'est que à ce moment-là, en fait, on va toutes les vieilles données qui est liées au proof of work ou à d'anciennes données qui n'ont plus besoin d'être sur la chaîne vont juste être nettoyées et supprimées. Et enfin, de Splurge, et ça fait référence à ce dont on parlait tout à l'heure, Oscom, sur le risque de censure. En fait, vraiment, le but de The Splurge, c'est de dire qu'on va centraliser la création des blocs, parce que ça fait sens, parce qu'en fait, si on veut attirer de l'institutionnel, il faut vraiment garantir la sécurité de la création des blocs, mais par contre, on va décentraliser la validation des blocs. Donc c'est là où, en fait, ils vont faire une sorte de mix entre des validateurs institutionnels qui vont valider les blocs, et un ensemble de validateurs classiques, comme nous, on pourra le faire demain, c'est de dire qu'on va aller valider les blocs, enfin la véracité et la finalité des blocs, et les transactions qui y sont liées, par monsieur tout le monde et par le plus de nœuds validateurs possible. Et donc mise en place estimée, on a un d'ici 10 ans, mais on verra, vu comment déjà The Merge a été repoussé, voir si ça va vraiment donner quelque chose. Après, d'un autre côté, il faut bien voir que
toutes ces nouvelles technologies et implémentations, il y a beaucoup de gens qui bossent dessus. Oui. Donc en fait, ça pourrait même aller un peu plus vite dans le sens où d'autres stratégies et d'autres techniques qui ont été développées sur des layers 2 ou des trucs comme ça peuvent être implémentées en layer 1, essentiellement raccourcissant le processus de développement. Donc en fait, là maintenant, tout de suite, avec le développement des layers 2, vous avez potentiellement le même produit, enfin, bon, pas exactement le même, mais vous avez en action concrète un produit très similaire à ce que serait le TH à la fin. Exactement. Et ensuite, vous avez alors un des développeurs, on va dire architectes d'Ethereum 2.0 et notamment de The Merge est un développeur français. J'essaie de retrouver son nom parce que je ne l'ai pas mis dans la diapo. Il s'appelle Abdelhamid Bekta, je crois, si je me souviens bien. Le mec est ultra calé. J'ai déjà entendu des interviews de lui ou des lives de lui. Il est très très bon, très pertinent. Plein d'infos si c'est la partie tech qui vous intéresse un peu plus. Je retrouverai le nom, je l'enverrai plus tard. J'arrive pas à le retrouver. Donc du coup, on peut passer à la slide suivante. Et du coup, c'est un peu la conclusion de tout ce dont on vient, ce dont on vient de parler. C'est vraiment en fait la checklist pour estimer la valeur ou la viabilité d'une L1. Si jamais vous voulez investir et si vous voulez vraiment faire votre own research de manière complète. Donc, bien évidemment, le coefficient de décentralisation. En est 2 plus secondes, élevé. Pesto, c'était pas mute. Pas de souci. Pestos. Je m'en suis chargé. Non, mais ça sert à rien parce que ça va être sur son PC, le record. Ah, t'as raison, ok, pardon. Ouais, je me C'est parle. ça, 10 secondes. Donc, alors, à bien regarder. Donc, à savoir que c'est pas dans l'ordre et c'est pas forcément dans l'ordre d'importance. C'est vraiment des points à regarder, hein. Je les ai pas classés du plus important au moins important. C'est juste des choses auxquelles il faut faire attention. Et après, bien évidemment, en fonction de votre niveau de risque et de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez en privilégier un de ces points plutôt qu'un autre. Donc, premièrement, le coefficient de décentralisation, au plus élevé, plus c'est décentralisé, moins il y a de risque de réécriture de la chaîne, d'attaque 51% qui va venir casser toute la chaîne ou d'autres actions de ce type. La sécurité, bien évidemment, il faut qu'elle soit prise le plus au sérieux possible parce que quand un smart contract se fait hacker ou que la chaîne se fait hacker, c'est simplement tous les acteurs tous les acteurs, à savoir vous, une entreprise, un institutionnel qui perd confiance dans la chaîne. On le voit encore une fois, on parlait tout à l'heure des bridges, des hacks de bridge, où les personnes partent des chaînes parce que ils n'ont plus confiance dans la chaîne. Donc vraiment faire attention et parfois faut faire aussi également attention au langage de développement parce que un langage type Solidity, Rust ou Move vont être des langages bien plus axés sécurité que d'autres langages. Après, effectivement, il y a certaines chaînes qui développent en Python et Python est aussi un langage plutôt tourné vers la sécurité. Donc, pour tous mes amis développeurs, je tiens à dire que je fais des très gros raccourcis pour pas partir pendant 15 ans en discussion. Également faire attention aux mécanismes de consensus. Donc, preuve de travail, c'est le mécanisme de consensus le plus sécurisé. Puis la preuve d'enjeu. Après, on va voir des mécanismes de consensus un peu spécifiques. Donc, typiquement, la preuve d'historicité, qui est le proof of history sur Solana, ou la preuve d'autorité, qui est utilisée par exemple sur la BNB chain, ou encore sur VeChain, dont je vais parler tout à l'heure. Donc, la proof of authority. On a eu un bonjour Paint, coucou à Paint. La preuve d'autorité, c'est vraiment, en fait, généralement, c'est les chaînes les plus centralisées qui sont en preuve d'autorité, où en fait la validation des blocs et des transactions se font par les mêmes entités, et généralement qui sont sélectionnées par les créateurs de la chaîne, comme c'est le cas pour la BNB Chain. Donc la Et scalabilité je du veux profiter de ce moment pour faire une grande annonce dans le cadre de la bonne entrée. Nous annonçons le développement de notre propre blockchain avec le mécanisme Proof of Jack, bien Yes. évidemment. C'est moi qui validerai les transactions. Je rigole, pardon, excuse-moi. Je mets un ticket Ah, direct. yes. Scalabilité des transactions, je ne vais pas vous faire la use dessus. Plus il y a de transactions, mieux c'est, puisque plus de personnes vont pouvoir utiliser la chaîne.
les coûts de transaction au plus faible, parce que on n'a pas envie forcément de payer des centaines d'euros pour pouvoir faire passer une transaction. Le nombre de transactions et leur origine. Le nombre de transactions, c'est tout simplement plus il y a de transactions sur une chaîne, plus ça veut dire qu'elle est utilisée. Et également faire attention à leur origine et regarder le nombre d'adresses actives et d'UAJ. Donc UAJ, c'est utilisateur actif journalier. Un peu comme sur un service, hein, c'est ce que dit Facebook par exemple quand ils disent qu'ils ont genre 2 milliards d'utilisateurs actifs. En fait, c'est la même chose sur une blockchain. Ça reste un service numérique, une blockchain. Donc plus un service est utilisé, plus ça veut dire que la chaîne a un intérêt. Donc faites bien attention à ça. Également la capitalisation de marché de la chaîne, donc de la chaîne mais aussi de son token au plus élevé, parce que plus une capitalisation de marché, donc un market cap est important, plus ça veut dire qu'il y a des investissements dans la chaîne et plus ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont susceptibles d'utiliser la chaîne. La tokenomics du token natif de la chaîne, toujours faire attention, comme on en parlait avant, à l'inflation. Donc plus il y a d'inflation, ou plus on vous propose des rewards sur stacking importants, plus c'est risqué, et plus vous allez potentiellement vous faire diluer au niveau du prix du token, parce que un token qui a moins de demandes et plus d'offres, c'est forcément un prix qui s'écroule, puisqu'il va y avoir plus de supply que de demand. Et également faire attention à la concentration. Les chaînes sur lesquelles les tokens sont le plus concentrés, pareil, c'est des chaînes sur lesquelles on peut avoir un gros dump sur le marché d'un investisseur ou d'une whale qui peut venir faire cracher le prix, voire ça peut même donner des rug pulls dans certains cas de protocole. Faire attention également à la gouvernance, donc comment sont prises les décisions et par qui. Est-ce que les petites gens comme nous ont leur mot à dire sur un vote ou pas? Et également, est-ce que la prise de décision se fait par vote, on va dire, j'ai envie de dire, au suffrage universel, c'est-à-dire chacun a une voix, ou est-ce que elle se fait en fonction du nombre de tokens que l'on a? Donc, dans ces cas-là, une grosse whale peut venir influer un vote parce qu'il va avoir plein de tokens par rapport au reste des personnes qui vont vouloir voter. La simplicité d'utilisation, on en a parlé, mais c'est faire au plus simple. Donc là, bien faire attention au wallet. Plus un wallet est simple d'utilisation, mieux c'est. Typiquement, une des raisons du succès de Solana, c'est son wallet principal, à savoir Phantom, qui est très simple d'utilisation et qui peut, dès le départ, nativement se connecter à Ledger. Donc pareil, faire attention à cette notion de connexion à des hardware wallets quand vous choisissez un wallet, enfin un software wallet en tout cas. La simplicité de développement, on en a parlé en long, en large et en travers, c'est au plus simple et au plus sécurisé. Typiquement, aujourd'hui, le langage Move a l'air d'être un langage fait pour développer sur blockchain. Pareil pour Solidity, mais voilà, un développeur va vraiment faire attention à ça. Simplicité d'amélioration, pareil, au plus simple. Comment la chaîne peut être regardée, comment on peut la mettre à jour et comment on peut rajouter des fonctionnalités. L'équipe, bien faire attention aux compétences, parce qu'on peut vous vendre des mecs qui ont des doctorats en cryptographie, en informatique ou machin, ça c'est plutôt crédible. Mais derrière, s'il y a des mecs qui sont juste, on va dire, serial entrepreneurs, qui ont déjà monté des business par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire succès dans le milieu de la blockchain, au contraire. Il vaut mieux avoir une équipe d'académiques qui a fait de la recherche et qui s'y connaît en cryptographie plutôt que l'inverse. Le nombre de DApp au plus élevé, hein, bien évidemment. Plus on a de DApp, plus ça veut dire qu'on a des cas d'usage sur la chaîne et plus ça veut dire qu'on va attirer du monde. La valeur totale bloquée, donc la TVL, donc là, vous allez sur DeFi Lama, vous regardez ce que c'est, au plus élevé, parce que plus il y a de valeur bloquée sur une chaîne dans des protocoles de DeFi ou de lending, plus ça veut dire qu'il y a un attrait pour de la spéculation ou de l'investissement sur cette chaîne. Et enfin, l'interopérabilité, c'est comment je fais pour passer mes assets d'une chaîne à l'autre, d'une layer 1 à une layer 2, d'un protocole à un autre. Et ça, pareil, c'est très important, puisque si vous pouvez utiliser votre asset ou votre token que sur une chaîne en particulier sans pouvoir faire de bridge, quel est l'intérêt au final, dans le monde dans lequel on évolue. Et je pense que c'est une très bonne description que tu es en train de faire parce que je suis persuadé que l'avenir, en tout cas si vous voulez investir ou avoir des opportunités pour investir très early dans des projets, c'est toujours mieux d'être on-chain parce que quand vous êtes on-chain, vous êtes vraiment au plus proche du seed price de la boîte, en sachant qu'il y a pas mal de boîtes qui se font fund par les différents écosystèmes. Ah, on a reperdu Warren. Ah. Bon. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont proches de leur site d'évaluation sur leur chain et dans laquelle vous pouvez investir maintenant ou dans les prochains mois ou années
comme vous les verrez. Et c'est très malin en fait d'être early sur une chain. Si vous pensez que la chain en elle-même va avoir de l'adoption et que vous pensez qu'il y a un ou deux projets qui sont vraiment des super bons protocoles sur la chain, vous pouvez vraiment faire une fortune en investissement très tôt dans ce genre de choses. Et c'est par exemple ce qu'ont fait beaucoup de gens avec les trades Layer 1 l'année dernière, où ils ont investi dans des clones de Uniswap, dans des clones de AV, dans des clones de systèmes de bridge, etc. sur les différentes chains. Et ils ont réussi à faire des énormes investissements, x20, x30, x50, juste parce qu'ils avaient capté qu'il y aurait de la demande pour cette blockchain et du coup qu'il y aurait des demandes pour ces protocoles en particulier. Et désolé, ça, encore Re, vas-y. Ouais. t'inquiète. Du coup, je sais absolument pas où est-ce que ça a coupé. En gros, j'ai juste fait un petit aparté après que tu aies fini les 16 points Ok, et j'ai expliqué que c'est intéressant de regarder les DEX parce qu'en fait, c'est sur les DEX que vous pouvez investir trop tôt dans des projets ou dans des protocoles qui vont être clés pour la blockchain en elle-même. Et en tout à fait, fait. si vous croyez dans une blockchain, vous avez le play infrastructure où vous jouez dans le token principal. Mais quand vous voyez que l'infrastructure en elle-même et que la blockchain commence à avoir de l'attraction et des utilisateurs, ben souvent le meilleur play, c'est de transitionner vos tokens dans des projets, sous-projets qui sont dans la chain, qui vont être en fait essentiellement utilisés par les tokens, Tout à fait. par les utilisateurs, pardon. Exactement. Et un très bon exemple, vraiment, c'est Solana. Solana qui a explosé, mais il y a son DEX principal qui s'appelle Raydium, qui a d'autant plus explosé. Ouais, Et les voilà. mecs, Et, vraiment, ouais, Solana Summer, c'était assez impressionnant, ouais, tous les projets qui faisaient tout, c'est-à-dire les DEX, les liquidity providers, les trucs comme ça c'était un délire, quoi. ouais, Le jeu numéro un et tout a pump comme jamais. comme Et jamais, c'est ouais, vrai tout à que, fait. C'était beau. voilà, ouais, Beau. une belle Et phase. ensuite, juste deux petites ressources pour finir. Je vais Euh, passer assez je- suivant. Pardon, oui, Juste sauf pour les questions. sur ce truc-là, là, en fait, ça, c'est les points qui sont un peu intéressants à regarder. J'imagine que si quelque chose coche tous les points, c'est trop beau pour être vrai, non? Pour l'instant. Oui, tout à Où fait. où il y a vraiment des projets là je sais pas, qui sont en train de se construire, qui existent, où ça coche vraiment énormément de points et c'est pas juste du gros scam, quoi, on va dire. Oui, tout à fait. En fait, non, non, aujourd'hui, il y a personne qui répond parfaitement à tous ces points. L'idée, c'est vraiment de se dire, c'est quoi la prise de risque qu'on a, nous, de notre côté? Enfin, c'est quoi notre tolérance au risque? Typiquement, je prends le cas de Solana. Solana coche quasiment tous les points, sauf la Mhm. partie décentralisation, par exemple. Ouais. Voilà, par exemple. Parce que, au final, c'est une chaîne qui est quand même très centralisée. Même si le coefficient de Nakamoto est élevé, il faut faire attention, parce que c'est le coefficient de Nakamoto par rapport j'allais dire, aux nœuds validateurs et pas aux nœuds qui gèrent vraiment la blockchain, à savoir qui fait la finalité des blocs. Et comme je disais tout à l'heure, la finalité des blocs, c'est genre une dizaine de nœuds sur Solana. Après, on a les Solana Killers. Il y en a trois, donc j'en ai parlé de deux qui sont Aptos et Sui. Mais vous avez également Massa, qui est une chaîne française, qui essaye de gérer Ah, la je connais les quasi. fondateurs en plus. Ah bah voilà. Donc Massa, qui est également un Solana Ça, c'est Killer, pas. qui essaye de gérer les transactions avec. Alors, la technologie qui est derrière, c'est pas une technologie blockchain, c'est une technologie dite de DAG, donc Dynamic Acyclic Graph. Euh, En gros, c'est une sorte de graphe, si vous avez déjà fait des maths. C'est une matrice qui est organisée en graphes. Et en fait, elle est dynamique puisqu'elle peut être mise à jour facilement. Et elle va que dans un seul sens, donc elle ne fait pas de cycle. Elle va dans un seul sens, c'est pour ça qu'elle est dite acyclique. Mais du coup, en fait, un DAG, on peut mettre plusieurs DAG les uns sur les autres, et c'est ce qu'essaye de faire Massa avec la technologie qu'ils sont en train de développer. Oui, c'est directed, pardon, c'est pour ça. Directed, c'est que dans un seul sens. Voilà, et pas de conseil en investissement, évidemment. Tout à fait, comme d'habitude. Mais gardez, ouais, moi, si je garde, enfin, après, là, pareil, Ah, et pas je conseil vois que d'investissement. Tamwill est bien calé, hein. Ouais, il est Je bien suis calé, content ouais, de voir qu'il y a des autres personnes qui sont bien calées dans le effectivement. chat. C'est cool. Et alors, pas conseil d'investissement, mais pour moi, celle qui est le plus intéressant en termes de techno, c'est Massa. Voilà. Si jamais ça vous intéresse. Ouais, c'est proof of stake. Ah, voilà, elles seront tous pour steak, de toute Ouais, façon, à partir de ah maintenant. ouais. Là, il faut avouer qu'il n'y en aura plus jamais, je pense. On va rester Ouais, sur, ouais, ouais, on va rester sur Bitcoin et Litecoin, et c'est tout, ouais, je ouais, il n'y pense. en aura plus.
Et donc, ouais, pour finir, comme je disais, juste 2 petites ressources. On peut passer à la slide d'après. Alors, si jamais lui, vous ne le connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller le suivre. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la blockchain, je suis tombé sur sa chaîne et du coup, je le suis depuis février 2021. Et le mec est une mine d'or. Il a été trader. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais, ouais, Oui, ouais. on t'entend très bien. Il était trader pour Wall Street dans pas mal de grosses boîtes, donc il fait à la fois du fonda et à la fois du trading, donc ça peut intéresser tous les types de publics de la bonne entente. Et également, il est très macro, et pour moi, le macro fait énormément de choses au niveau des marchés, de comment ils bougent et ainsi de suite. Et également, c'est un des premiers à avoir dit, les gars, mettez des thunes dans Solana parce que ça va exploser. Donc, je vous conseille de Cool. vous abonner à sa chaîne. Il a une vidéo par jour. Le mec est régulier, hein, c'est vraiment tous les jours, même le week-end. Et si jamais vous voulez voir un exemple de DYOR, donc Do Your Own Research, fait de manière complète et intelligente, je vous invite à regarder sa playlist Should I Buy, où il a analysé pas mal de tokens. Super. Et c'est vraiment super intéressant. Ce Et qu'on ensuite- pourrait faire même, c'est on pourrait faire un modèle Notion ou Excel qu'on partage à tout le monde. Comme ça, les gens ils peuvent juste reprendre le template. Ce serait sympa. Pourquoi pas. Avec plaisir. On peut regarder. Et on d'ailleurs, pourra faire attends, ça. parce que je vois Saphirose dans le chat, elle est en retard de 1h38. Qu'est-ce qui se passe là, Saphirose? Et elle me parle encore de son rose là. Ouais, mais elle est obsédée par son rose. Est-ce qu'il a analysé rose? Je sais pas. Non, Moi non, mais peut-être qu'Ines Spencer, ouais, je sais pas. non, 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 on n'a pas analysé rose. Et enfin, donc dernière slide, juste si vous voulez en savoir un peu plus sur Ethereum 2.0, je vous ai mis 2 liens, donc un lien vers un article qui est bien fait, qui résume vraiment chacun des différentes parties. Et vous avez également une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Finematics, en anglais. Mais pareil, qui font des schémas et des graphes pour montrer comment fonctionnent différentes choses au niveau des blockchains. J'ai pas mal appris sur leur chaîne. Et là, qui parle de Ethereum 2.0 en particulier. On va vous mettre tous les liens, ressources, etc. dans la description du cours. Je vois que Mathieu a déjà mis la chaîne YouTube Investor Answers. Donc ça, c'est pas mal. Et on va faire, pour le reste, tous les trucs que tu as mis dans la slide, Warren, on va les mettre dans le channel cours. Donc rejoignez notre Discord si vous ne l'avez pas encore fait. Hop, je vous mets le lien. Vas-y, n'hésite pas à continuer. Je sais pas jusqu'où va ta présentation, Warren. T'as encore des Ah bah slides? c'est fini, pardon, excuse-moi. Ouais, ça y C'est est, c'est fini? fini. Ouais, c'est Ok. fini. Désolé. Ah, bah, parfait. Moi, je pensais, tu vois, j'étais pas sûr. Donc, ok, Non, super. c'est tout bon, on a tout passé en revue. Eh ben mec, franchement, c'était génial. Je pense que c'est super utile pour des débutants. J'espère que vous avez compris ce qu'on a dit plus ou moins. Et là, je pense qu'on va passer dans une petite série de questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut se pencher dessus. Par contre, des questions comme analyse mon shitcoin, on va pas le faire maintenant. Euh, Mais si vous avez des questions par rapport à la présentation, donc sur les différentes layers, est-ce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires? Est-ce que vous avez besoin de... J'ai peut-être une question semi-troll. Ouais. Est-ce qu'il y a des chaînes, ou du moins c'est quoi les top chaînes qui répondent enfin qui sont vraiment les moins bien sur selon par exemple un Dior, tu vois, ou qui sont vraiment à chier, et qui sont quand même très hautes en market cap, ce genre de choses. Et du Ah. coup, pourquoi elles sont si hautes? Tu vois la question ou pas? Ouais, tout à fait. Alors attends, je vais sur CoinMarketCap. Euh, Typiquement XRP, Ripple. Ouais. Ripple, c'est vraiment ultra centralisé. Les mecs, quand ils ont créé la chaîne, ils ont imprimé du token, a pu savoir quoi en foutre. Ils ont tout dump sur leur communauté. Mais leur communauté continue de les supporter. Et sincèrement, je vois pas pourquoi. Et je vois pas pourquoi il y a un market cap aussi haut, alors qu'il y a si peu de DApp et si peu d'utilisation sur la chaîne. Ouais, moi, j'ai jamais vraiment utilisé XRP. Ouais, Ah, tu en fait, transfères vite, c'était pas ça le. C'est pas Ouais, ça que bah ça si, sert, en si, fait. j'ai juste utilisé pour des transferts, mais c'est tout quoi. c'est une chaîne qui a été pensée pour le milieu bancaire de base. Oui, oui. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est fait en plus. En fait, c'est un peu comme VeChain. C'est une blockchain publique, mais en fait qui devrait pas être publique. Et au final, ça a juste servi à des gens à se faire de la thune. Notamment Ouais. Ripple, la société qui est derrière la chaîne. Bon, on va voir, parce que là, récemment, ça performe bien, donc peut-être qu'il y a des annonces qui vont venir. Peut-être. Le flippening.
Non, mais là, XRP, mec, il carry tout le marché. Ouais, ça pump de ouf. Donc on verra bien. de Peut-être qu'il y a une annonce. Ça va être la folie, mec, s'il y a une Ouais, ok, annonce. d'autres trucs En comme fait, ça un peu qui sont hors catégorie, enfin hors propos ou à complètement propos, déréglés. Doge. et attends, Le- juste pour La finir, Doge Chain. Doge, ouais. la Doge Chain, c'est ça. C'est où Euh, Doge? Top 10, putain. Oh! c'est top 10, ouais. Mais en fait, Classe. Doge, c'est vraiment très spécifique parce que c'est même pas une layer. C'est Ouais. un token qui est merge miné avec Litecoin. Mais En ça fait, veut c'est dire quoi ça? vraiment En fait, si tu veux, quand tu mines du Litecoin, tu peux aussi miner du Dogecoin. En fait, C'est un copier-coller, non? C'est la même chose en fait. c'est ça. C'est un Mais Et puis copier-coller, ça n'a mais pas en fancy d'intérêt, avec c'est Go, quoi. vraiment. Non, ça n'a Ok. pas d'intérêt. C'est juste un mème, et là, c'est vraiment de la pure spéculation. Ouais. Ouais, mais là, de ce que j'ai compris, ils veulent changer Doge. Ou ils l'ont peut-être déjà fait. Doge est déjà un proof of stake, de ce que j'ai compris. Alors, J'avoue, je j'ai dis tellement peut-être de pas la suivi merde, hein. l'actualité Ouais, moi non que plus. je sais pas. Et ensuite, alors je sais pas pourquoi, mais il y a 1 ou 2 semaines, j'ai vu du Doge partout. Donc ils ont lancé la Doge Chain et c'est même pas une vanne. Donc je crois qu'il y a une complète blockchain autour de tous les tokens à base de chiens. Donc je sais pas trop ce qui s'est Oui. passé dans Il leur y a tête. Shiba Inu aussi qui est top 14. Ouais, mais je crois qu'ils ont fait tout un délire autour. Donc je sais pas. Faudrait s'y informer. Apparemment, les gens se gagnent de l'argent avec. Donc si les chiens c'est votre délire, n'hésitez pas surtout. Mais Après, tu as des trucs genre XRP, ouais, pourquoi ça pump? Parce qu'en fait, il y a le fameux action légale en cours avec la SEC aux États-Unis. Et il devrait y avoir le verdict prochainement et ça devrait être en faveur d'XRP. ouais. Ouais, 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 ça peut être c'est aussi. la spéculation. Mais bon, après, bon, imagine, c'est les fondateurs en prison, paf, le truc va à zéro. Le délire. Ah bah, ça pourrait, hein, ça pourrait. Après, les Oh là fondateurs, là. ils ont tout dump, hein. Ils ont vidé leur bag de plusieurs milliards d'XRP sur les personnes, Ouais, sur les ouais. investisseurs, quoi. Alors moi, j'ai mis une Après, petite bille sur XRP il y a quelques jours. J'ai Ça mis. veut dire qu'il reste que des acheteurs, c'est bon signe. c'est ça, il reste que des acheteurs. Hmm. Après, sinon, dans les trucs trop hauts, Ethereum classique, top 20. Ouais. La Litecoin Il n'y a après. rien dessus, c'est pareil. À chaque fois, c'est la même histoire en fait. C'est que ça, Même histoire. personne n'utilise pour rien d'autre que spéculer quoi en fait. Spéculer, Litecoin, ça exactement. sert à rien. Bitcoin, ça sert à rien, exactement. ZEC, alors ZEC, bon. Ah, le top 1 aussi qui sert à rien, je crois. ZEC, en vrai, ça sert à quelque chose. C'est tout le truc privacy, mais ZEC, c'est devenu un mème. C'est Monero aussi. Zcash. Monero, Zec, c'est pas les trucs justement privacy, ouais. Si, Si, c'est c'est du privacy privacy. focus, ouais. En fait, ZEC et Monero, ça a une vraie utilité, mais le problème, c'est que tu peux Là, pas les utiliser, quoi. clairement, là, on est plutôt sur la partie simplicité d'utilisation. Aujourd'hui, c'est pas simple d'utiliser Ouais. ZEC ou d'utiliser XMR. Notamment Ouais. parce qu'il n'y a aucune liquidité sur les principaux exchanges, parce que c'est banni des principaux exchanges. C'est Alors, banni. Monero est banni? Non. Non, je crois pas qu'il se bannit, hein. Non, c'est pas banni, mais par contre, c'est juste que c'est du fait que, en fait, dans certaines juridictions, typiquement, je crois, Singapour, Chine, des trucs comme ça, tous les privacy coins, comme XMR et ZEC, sont interdits d'être utilisés. Ou alors, ça Ah, c'est peut être. marrant. Ouais, ça, mais non. Bitcoin aussi a été interdit en Chine 4 fois, je crois. Oui, mais Sans problème. c'est. Voilà. Bon, après, Enfin, il c'est y a juste que- il y a une grosse différence entre Monero et Bitcoin, c'est que Monero c'est privacy, que Bitcoin c'est anonyme, donc ça fait quand même Ouais. toute la diff, je pense. Tout à fait. Ouais. C'est une blockchain publique, mais en fait, on peut pas avoir les données. Bah, c'est Transaction. privé. Enfin, c'est Ah. privé les. Ouais, voilà. On C'est peut pour avoir en la. fait voilà, c'est la différence entre anonyme et pseudonyme. Parce que Bitcoin est une chaîne pseudonyme, alors que Ah, Monero ok. est une chaîne anonyme. Moi, je disais privacy anonyme, et du coup, j'étais décalé dans le. J'étais décalé dans le truc, ok. Papier Mais voilà, ensuite, c'est un peu ça le résumé. Après, sinon, dans les autres trucs qui trollent, Bitcoin Cash, Mais spéculation. ça, c'est Oh. mort. Terra, on Ouais, n'en Bitcoin parle Cash. pas. VeChain, qui est 33e, je vous ai donné le pourquoi ça sert à rien. Tron après, c'est quoi Tron déjà? Moi j'ai fait aucune recherche sur RC20, Tron, ça. ça a hein. démarré sur un PDF à 16 milliards. Ouais, Ça, ouais, ouais. exactement. Hein? Et du coup, ils ont monté une équipe pour faire genre, mais après, je sais pas où Ouais. ça en est. Bah, J'utilise aujourd'hui, pour faire mes transactions, quoi. Mais voilà. ouais, c'est une chaîne qui est, en fait, en termes de daily active user, Tron, c'est une des chaînes les plus utilisées. En fait, c'est imbriqué dans plein de trucs, notamment sur des trucs de casino,
sur des trucs de paris, des trucs comme ça, de ce que Ouais. de ce que j'ai lu. Donc du coup, il y a beaucoup de transactions, mais ça veut pas dire grand-chose. En fait, ça ne Pour du transporte pas stable, de beaucoup de toute valeur. façon, non? Et aussi, il y a maintenant leur USDD, qui est une copie Ah oui, conforme oui. quasiment de l'UST, qui s'est pas encore se casser la gueule. Mais c'est aussi pour ça Mais que non, ce mais genre ils ont collatéralisé le truc. Ils ont changé de modèle. Ouais, C'est pas j'attends de voir. c'est pas un token algorithmique. Ensuite, pour finir, on va dire aller sur la première page de CoinMarketCap. Internet Computer, c'est un scam complet. ICP, Ah ouais. oui. Ah, tu te souviens? CP. Ah ouais. Oh là là, mais quand ça launch, mec, quand ça launch, Le top 3. ouais, quand ça launch, c'était top 5 market cap. C'était un délire. Et ensuite, ils ont dump sur littéralement tout le monde. Puis De ouf. le CEO, on dirait un acteur français, il est juste là pour montrer, Et montrer faire l'image. des articles à charge contre Avalanche. Oui, j'ai vu, mais ah oui, mais il y avait toute cette théorie que ils étaient fundés et tout. En fait, que le CEO d'Avalanche, enfin Emin Gunsirer et l'équipe dirigeante faisaient tout pour casser les autres chaînes et mettaient des actions en justice aux États-Unis sur les autres chaînes pour pouvoir faire ressortir Avalanche. Ouais, je Ensuite, sais pas. en grosse blague, il y a EOS dont on parlait aussi, HBAR, donc Hedera Hgraph, qui Ouais, je pars. est la chaîne la plus centralisée, je crois, qui existe. Ouais. Cher, on avait parlé, je crois. Bitcoin SV, on n'en parle pas, avec Craig Wright qui dit que c'est Satoshi. Voilà, ça c'est drôle. Ils sont chauds, ils sont chauds. Ils sont chauds. Descends Après un le peu, reste, Pestos. après le reste, bah, il y a Cadot. Neo en 66e position. Neo, je vous en parlais aussi, c'était une chaîne qui était super à la mode au dernier enfin, pendant HBAR, le c'est dernier pas une bull run. blockchain, c'est un Hgraph. Oui, c'est ça, c'est une autre forme technologique. Oui, c'est ça exactement. Et c'est encore une autre technologie parce qu'il y a les Directed Acyclic Graph, donc, dont on parlait avant, les DAG, comme Phantom ou Massa. Et il Ouais. y a encore une autre technologie qui sont les Hgraph et qui est utilisée que par Hedera. Et il y a encore une autre technologie qui s'appelle Holochain, qui est utilisée par le projet qui s'appelle Holochain aussi. Mais ça vous intéresse. Non, mais c'est cool. Mais en fait, après, pour être dans le fonda, c'est Non, que mais dans plus tu l'ensemble, il vas n'y en dans a le pas rabbit trop, du hole. coup. Ouais, Dans l'ensemble, il n'y a pas trop de Turbo Scam Chain dans le top 50 ou top 100, je sais pas ce qu'on regarde top 100. Ah non, Bah, top non, mais 100, il y a non. pas des scam chains. Par contre, c'est des déserts technologiques, tu vois. Ouais, il y en a C'est qui une sont. Ouais, infrastructure, mais il y a littéralement rien qui se passe dessus. Et Donc on en en a fait, tout à fait. cité quoi 10, tu vois. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y en a 70 dans le groupe qui ont un intérêt alors. En fait, non, après c'est juste que non, là, après, dans le dans le top top 100, 100, t'as d'autres ouais, tokens aussi, ouais. dans le top 100, t'as des ERC20, t'as des Ouais, trucs t'as de layer Filecoin, 2, FTX, t'as de la Moto. layer 0, typiquement Polkadot layer 0, Polygon layer 2, DAI c'est un stablecoin, tu vois, enfin t'as plein de trucs. T'as du Wrap token aussi. Ouais. Mais typiquement, je peux t'en donner plein d'autres, genre typiquement Ouais. le, euh, le Celsius, le Cell token, qui est 88e, alors que les mecs sont au bord de la faillite Ah et non, tout de mais suite. Celsius, c'est n'importe Dag. quoi, hein. Je comprends pas comment c'est pas à zéro ce token déjà. Ouais. Où tu as aussi Je ne typiquement comprends pas. une autre énorme blague qui est Helium, HNT, où les Oui. mecs, en fait, ils ont dit, les Oui. mecs, après avoir fait dépenser des milliards de dollars à leur communauté, ils sont en mode, bon, les gars, on passe sur Solana. Oh là là, Helium, Complètement c'est un décalé. délire, hein. Merci Helium, pour la mention. c'est un délire, Helium. Mais là, en fait, enfin, en gros, si on faisait la liste, ouais, je pourrais te citer quasiment tout, là, en choses pas ouf. Ah, ok. Comme je dis, attends, Bon, il si y je a fais du juste chemin à faire rapidement, encore. genre, vraiment rapidement, XRP, Dogecoin, Shiba, Tron, Unus Leo, parce que c'est un, pareil, ça c'est un token d'exchange. Ethereum classique, Litecoin, FTX token, Stellar, Bitcoin Cash, Terra classique, VeChain, ICP, EOS, Hedera, euh, Bitcoin SV, OKB, KuCoin, enfin, D'accord avec ta c'est liste. déjà pas Ils mal. sont tous à chier. Ouais. Je suis d'accord. C'est tout pourri, quoi. Tout ça, c'est pourri. Pareil, et la top 100 aussi, celle qui est en centième, Gala. Gala, pareil, les mecs ont lancé une blockchain pour développer des jeux dessus. Au Gala, début, c'est pire il y a une tonne tokenomics de du hype. monde. Mais oui, il y a une super hype. Parce que les mecs ont dit, ouais, on lance plein de jeux, machin et tout. Mais au final, la tokenomics, elle est dégueulasse. Ouais. Ça fait que ça s'est pété la gueule direct, quoi. Ils se sont fait bien dump sur la gueule, les retailers. Ouais, de ouf. Ça et Stephen.
Je crois que c'est les pires. Ouais. Aïe, aïe, C'était aïe. fun, ouais, moi je me rappelle, c'était le bail des pompes, t'achetais une pompe et tout, là. C'était un... C'est un délire. ça. Lunk. En bien, hein, c'était le truc. Putain. Et, Tu rigoles, mais l'inverse- Lunk, ils étaient top 20. Hein. Et je crois qu'ils sont partis maintenant. Mais ils étaient top 20 la semaine dernière. Ils sont parce que je les vois 28e? pas dans le top 100 déjà. Ils sont où maintenant, Lunk? C'est Rose le 128e, je pense. Non, mec, c'est hallucinant. Hein. Lunk, c'est hallucinant. J'ai- Quel scam. Et c'est où là? C'est combien là? Attends, je veux te dire. C'est top 100 un peu plus, je crois. C'est top 18. Alors, c'est marqué où? 32. Ah ouais? Bah oui, mais parce qu'il y a je sais pas combien Oui, oui, il y de... a beaucoup trop de Affaire tokens. classique, ouais. Ah non, 6 milliards ils mettent sur CoinMarket Cap. Non, mais ils l'ont ban, je crois. Ils l'ont ban de la liste. Ah non, regarde, il est top 32. Ah. Ah, on a un scammer dans le chat. Oui. Comment on le ban? Je ne Vous sais êtes pas. sérieuse? AK, non, mais je... mais vous êtes sérieux, quoi? Je suis chaud, j'investis. Je vais lancer une blockchain participative pour trade la vanille en direct avec les petits producteurs de la Madagascar, applicable à l'infini pour faire trade. Et je me gave, besoin d'une équipe. Moi, j'en suis, mec. Je suis direct aussi. Mec, on va trade du cacao, mec. Et, et après, pareil, là, ce que je vais dire est bien sûr pas un conseil d'investissement. Mais j'ai envie de prendre la question à l'envers, c'est quelles sont les blockchains sous-cotées? Clairement, Ouais, c'est pas ce que je voulais dire, mais parce que c'était plus dans le sens, dans le mauvais sens. Donc je préférais la question dans l'autre sens. Évidemment que c'est sûrement intéressant aussi. N'hésite pas à lire, mais ouais. ouais, en blockchain Ce mec. sous-cotée, moi clairement, Algorand de fou. Ils ont une équipe. Alors, la tokenomics, c'est dégueu, hein. Ils sont en train justement de l'améliorer. Mais l'équipe qui est derrière, c'est. Est-ce que t'as un bac de algo? Alors, je On voit vais vous ton dire très Spotify sincèrement, j'ai un Pestos. bag d'algo, mais c'est un petit bag. J'ai genre une centaine d'algo. C'était Ouais. pas nécessairement la taille, c'était juste savoir si c'était un bail. Non, mais pour vous dire, oui, non, mais j'ai un petit bag, parce que, encore une fois, version au risque, hein, j'ai pas mis trop. Et c'est juste qu'en fait, la tech qui est derrière est impressionnante. C'est une des seules chaînes qui a jamais eu de downtime, donc qui s'est jamais arrêtée, qui a une fiabilité très rapide et qui a une équipe de rêve qui sortent tous du MIT, donc gros cerveau. Le mec qui a créé la chaîne, c'est un des mecs qui a gagné le concours Turing, donc plus grosse reconnaissance dans le milieu des mathématiques. C'est lui qui a créé la technologie des Zero Knowledge Proof. Enfin bref, et ils ont inventé deux technos là dernièrement. Une qui s'appelle State Proof, qui permet de faire du bridging sans bridger vers une autre chaîne. En gros, c'est une passerelle technique qui permet d'envoyer, un peu comme le Proof of History côté Solana, qui permet en fait d'envoyer une photo de la chaîne à un instant T à une autre chaîne pour dire oui, les tokens ils sont bien mis en escroc à cet endroit et donc on peut bien, on va dire, convertir l'asset de la chaîne sur laquelle on veut l'envoyer de la chaîne d'où il provient. Donc c'est plutôt pas mal. En fait, C'est quoi le c'est un nom? Ouais. bridge sandwich, quoi. Ça s'appelle les Mais je pense que ça, c'est un très bon point que dit Aka, parce que en fait, maths n'est pas égal à marketing, et c'est vrai. Exactement. En fait, la blockchain qui a le mieux performé les derniers cycles, c'était Solana. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la meilleure marketing team. Exactement. Super fait. bonne com. Donc, Maintenant, vous voyez, il y la a la tokenomics, c'est dégueulasse. technologie. Voilà, il y a plusieurs layers en fait. Il y a la technologie, et après, il y a tout ce qui se fait sur la chain, et quelles sont les équipes qui bullent dessus. Et ensuite, fait. quels sont les produits, quelle est la niche dans laquelle ils se placent, et comment est-ce qu'ils communiquent par rapport à la niche. Exactement. Et tout ça, c'est des trucs qui sont importants quand vous regardez quelque Bon. chose. Et pareil, clairement, on parlait rapidement de Tezos tout à l'heure, mais Tezos, c'est vraiment une chaîne, pareil, technologiquement impressionnante, mais langage de développement compliqué, et les gens n'arrivent pas à construire dessus, donc ça attire personne, quoi. Bonsoir Borgnon, bienvenue. Borgnon. C'est son pseudo. Et après, Mina, pour répondre au chat, Mina, j'avoue, j'ai pas assez creusé. La seule chose que je connais de Mina, c'est ce que j'ai vu de la vidéo de Coin Bureau. Mais il faudrait que je creuse. Et après, il y a bien sûr, pour faire plaisir à Saphir Rose, il y a Oasis. Hmm. Pour Et faire après ça, plaisir oui, ou vraiment? au-delà de Investencer, ce qu'il y a comme lien dans la diapo, regardez Coin Bureau, c'est vraiment bien. Même s'il est très connu, c'est un des seuls
influenceur crypto qui fait les choses bien. France? Non, US. Enfin, US? UK, lui. Il parle anglais. Je vous avoue, alors, je vais être très transparent avec vous, je ne suis aucun influenceur français au milieu de la crypto. Oui, moi non plus. Sauf Pesto, Voir Pesto, bien sûr. évidemment. Bon enfant. Quel Bien bon sûr, enfant. bien sûr. Bien sûr. Festos, l'influenceur international. Ouais, je sais. Ah, mais tous les jours, il m'influence. Festos, t'es mute, hein, dans le Discord. Ouais, je sais. Je viens de voir que sur Twitch, j'ai répondu, mais. Meilleur influenceur ever, hein. Oh. Ouf. Non, let's go. bien sûr que non. Avec son PC avec des degrés Je suis en Fahrenheit. train d'acheter. C'est bon, j'ai acheté un gros bac d'Algorand, merci. Hein. Je viens de faire pompe le truc. J'étais en train de regarder en une minute s'il y avait des mecs là en dessous qui étaient en train d'acheter. J'ai vu que le truc a pris 2K instant là. Qui c'est qui achète en soub là, je vous vois là, les gars. Les petits whales sur notre Twitch là, qui ont leur 400K là. Le mec qui passe. Non, On vous a pas dit, Non, mais non. ici c'est un stream où on fait pumper des tokens, alors c'est parti. Non. mais non, Algo, regardez quand même, parce que tokenomics dégueulasse, gros vesting. Et vraiment, le problème d'Algo, c'est son tokenomics. Je suis le mec des Marseillais. Il y a un mec des Marseillais qui fait des trucs d'influenceur crypto. Ah putain, c'est incroyable, Comment mec. tu trouves un truc pareil? Bon, Je te dis, si le vous pseudo, voulez il est incroyable. meilleur conseil d'investissement en crypto, suivez tous les mecs qui ont fait les Marseillais, vous verrez. Bien sûr. Et vous les reverse trader. Ça marche très bien. Ou alors, vous Ouais. faites comme la trend qu'il y a par rapport à Do Kwon, où vous reverse trade ce que fait Do Kwon, et ça fonctionne. Sinon, Bien en pôle, hein. sinon, je vous aurais dit un autre acteur, mais bon, on va éviter de le tacler. Hein. Mais non, je suis vraiment super content du cours que tu as fait aujourd'hui, Ouais, Warren. c'était C'était vraiment top. Super. Vraiment top, ouais. Top. On a mis les slides ou pas déjà dans le source? On va s'en occuper Non, après. on va mettre, il faut... Ça roule. Je vais Mais montrer. ouais, donc pour tous ceux qui arrivent maintenant, bon, je suis désolé, vous avez raté le main event. Hein. Maintenant, vous avez plus qu'une bande de cons qui commentent la fin d'un stream. Mais en gros, aujourd'hui, on a fait un cours sur les layers 0, les layers 1 et les layers 2. Merci Warren pour ta présentation, c'était vraiment top. On Plaisir. va mettre tous les liens dans notre Discord. On va mettre le lien des slides, le lien des différentes ressources qu'il a linkées. Alors, c'est surtout. C'est là qu'on applaudit. Oui, applaudissez, allez, c'est parti. Bravo Warren, bravo. Bravo à vous aussi pour votre participation, les commentaires et les questions. Hein. Clap, clap. On est là, hein. Non mais voilà, on va mettre toutes les ressources dans le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez. Hop, je vais vous mettre le lien par ici. Pour tous ceux qui ont raté, on a les rediffs sur notre YouTube, donc paf, je vais vous mettre le link du YouTube également. Paf, attendez que je le trouve. Ouais, pas tout de suite, hein, il faut attendre quelques jours pour les rediffs. Ça Il dépend. faut attendre quelques jours. Ça dépend. C'est le privilège d'être en live, c'est le privilège d'être en live, c'est comme ça qu'il faut le dire. Voilà. Et, Si tu et voilà, semaine prochaine, je sais pas trop de quoi on va parler, peut-être de code, peut-être de trading, peut-être de fonda, on sait pas. Et vous pourrez seulement le savoir si vous venez sur cette chaîne. Sur le Discord. Belle Et pub. sur le Discord, bien sûr. Non, mais vraiment, juste en termes de conclusion, super court, super introduction. Je suis sûr que beaucoup de gens ont appris plein de choses aujourd'hui. Et ceux qui n'y connaissaient pas trop grand-chose en blockchain, je pense que c'était vraiment une excellente présentation pour introduire. J'ai bien appris, mec. Maintenant, je sais c'est quoi layer 0, layer 1 et layer 2. Bah, c'est le but, hein. Je savais pas du tout. Franchement, c'était obscur pour moi. Maintenant, j'ai tout compris, donc c'est ok. Bah, c'est carré. C'est le but, hein. C'est, Ouais, en fait, c'est pas si dur que ça au final quand on voit à peu près ce qui est but. Bon, après la technologie en soi, elle est dure et les petits détails dans le cadre de la tech sont vraiment durs. Mais par contre, c'est vrai que quand tu vois à peu près les main problématiques, tu comprends bien mieux l'écosystème. Non, mais pour 2023, je vais poncer un peu le fonda et voir un peu pour mêler analyse technique et fondamentale, mais pour avoir des entrées sniper sur l'analyse technique et Ouais. pour. Mais c'est vrai que le fonda, j'ai laissé de côté pendant 2-3 ans. Je ne suis pas occupé. Ouais. Après, c'est difficile de faire les deux. Et moi, typiquement, je me focalise que sur le fonda parce que j'ai pas trop le temps du fait de mon boulot. Parce que c'est le plus simple par rapport au trading. Mais pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. C'est compliqué de mixer les deux. Mais je pense que tu peux pas correctement faire les deux. Le meilleur
La meilleure stratégie, à mon avis, hein, et c'est comme ça que les gens qui ont vraiment outperform dans le dernier bull run ont fait, c'est... ah, allô? Il est là, il est là. Euh, de ce que j'ai compris, la meilleure stratégie dans le dernier bull run, c'était d'avoir un petit groupe avec des gens qui... Quoi Il me ça? troll ou quoi? C'est pas possible! Ça va, Moran? Ah, il a vraiment des problèmes, là. Bon, attendez, Qu'est-ce qu'il est en train de lâcher, mec? j'attends qu'il revienne. Alors, Warren, C'est bon, je vous ai récupéré. c'est bon? Avec le mec, il est en full speed à travers, avec une caisse en pleine Albanie, mec. Il perd le réseau des fois. Même pas. C'est ça Ah, le pire. putain. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le dernier bull run, les gens qui ont vraiment outperform, c'était souvent des groupes de personnes qui spécialisaient dans la recherche dans certains écosystèmes. Ouais, Parce qu'en fait, c'est impossible de suivre tout. C'est littéralement oui, impossible. tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que faire du trading de fonda, c'est du PVP. C'est comme du trading de news. C'est la Ouais. personne qui l'a en premier, c'est le gagnant, et la personne qui l'a en dernier, c'est le perdant. Mhm. Donc, c'est un système qui est extrêmement compétitif. Et si vous voulez être profitable dans ce genre de système, il faut vraiment que vous vous arrachiez. Et c'est pour ça que les gens en bull run, ils dorment pas parce que, en fait, ils font de la recherche 24/7 pour trouver des projets, pour trouver des trucs qui commencent à pump ou des narratifs qui commencent à se créer et tout. Et ils profitent sur les pumps. Donc, tout ça pour dire que le Fontas, c'est bien. C'est excellent de comprendre où en est l'industrie et où est la demande pour les prochains protocoles ou les prochains euh, produits qui vont se développer. Personnellement, moi, je suis plus intéressé d'un point de vue produit que d'un point de vue infrastructure. Là, ce qu'on Mhm. avait aujourd'hui, en layer 0, layer 1, layer 2, c'est de la pure infrastructure. Totalement. Personnellement, moi, ce que je regarde plus, c'est les produits, parce que ça, c'est vraiment ce qui manque en blockchain. Donc, si moi, je j'investis dans le bear market, dans des choses, ça va être plus des projets qui ont des générations de cash flow, qui utilisent des technologies ici et là, et ensuite, en main investissement, des, euh, des tech layers, donc comme on a vu aujourd'hui, mais des main tech layers. C'est ce que moi je fais. Après, chacun sa stratégie. Et voilà, donc s'il y a quelqu'un qui se focus sur l'infrastructure et qui investit early dans des layer one qui ont le potentiel de prendre de la market share, bah, c'est très bien pour Mhm. vous. Si d'autres préfèrent se concentrer sur le métaverse, sur des produits autour du métaverse, bah, c'est très bien pour vous aussi. Si vous préférez vous focus sur des jeux vidéo en GameFi, c'est très bien aussi, c'est tout un écosystème. Et ensuite, il y a plein d'autres sous-écosystèmes. Donc voilà, bah, c'est toujours cool de faire de la recherche et d'en apprendre plus. Tout à fait. Et ouais, moi, pour conclure aussi, c'était de se dire, effectivement, c'est de toute façon trop compliqué de tout suivre, il y a trop d'infos, beaucoup trop, et c'est une industrie qui, en fait, apprend tous les jours. Parce qu'il faut se rappeler que, au final, enfin, cette industrie n'a à peine que 10 ans. On est vraiment au balbutiement, et il y a des nouvelles tech ou des nouvelles choses qui émergent tous les jours, quoi. Pour dire, en l'espace de, allez, on va dire, ça fait un gros 15 ans que ça existe. En l'espace de 15 ans, avec les nouvelles chaînes style Sui ou Aptos, on en est déjà à la 4e génération de technologie blockchain, quoi. Alors que ça fait que 15 ans. Ouais, C'est c'est hallucinant. hallucinant. Et il y a des Ouais. nouveaux projets tous les jours qui sortent et des nouveaux trucs et ainsi de suite, donc c'est juste impossible. Il vaut mieux se focaliser sur les choses avec lesquelles on est à l'aise et avec lesquelles on comprend aussi. Parce que moi, personnellement, je fais pas de trading parce qu'en fait, j'ai pas le temps encore de me plonger dedans, je comprends pas, donc alors je fais pas. Et moi, c'est un peu ce côté aversion au risque. Mais ouais, si j'avais le temps que je pouvais, oui, je le ferais, mais parce que j'aurais développé la connaissance pour euh, être rassuré dans mes actions. Donc, ce que fait l'équipe de la Bonne Entente sur la partie trading et ce Entrez, que entrez. exactement et ce que moi j'essaye de faire de mon côté sur la partie fonda sur les 16 points que j'ai présenté tout à l'heure, plus ce que fait la chaîne Investencer, vraiment je vous la recommande de fou, euh, pour analyser des projets de L1. Typiquement, vraiment, on prend juste l'exemple de Solana. Les mecs qui sont rentrés dans Solana en mars 2021, quand le token valait 3 euros, et qui ont réussi à faire l'exit quand le token était à 200 balles, imaginez le retour sur investissement, quoi. Donc voilà, Ouais, ils ont fait leur année. ouais, c'est ça. Ok, donc on va conclure la présentation. Euh,
Merci à toutes et à tous. Et oui, Code 33, t'as complètement raison. C'est pas parce que ça a pas marché avant, ou c'est pas Ça parce que a ça. marché. Oui, c'est pas parce Ça que a ça a marché ou marché ça va avant que ça remarcher va pas après. remarcher après, c'est vrai. Et c'est pas parce que ça a pas marché avant que ça peut pas marcher après. Les deux Exactement. sont vrais. Euh, donc oui, en conclusion, merci beaucoup Warren, super présentation sur Layer Avec 0, plaisir. Layer 1, Layer 2. Un point de vue sur le fondamental encore aujourd'hui, on a vu toutes les spécificités techniques et on a vu le cas pratique avec le merge qu'on a vu cette semaine, comment ça s'est passé, les technicités derrière. Donc si vous êtes intéressé, vous voulez voir la rediffusion, c'est sur notre YouTube. Ça va sortir dans quelques jours ou semaines. Donc je pense la semaine prochaine, ça va sortir. Et voilà. Et sinon, rejoignez notre Discord. Abonnez-vous sur YouTube, mettez la cloche pour ne rien rater. Et nous, on va faire de notre mieux pour continuer de faire du contenu de super qualité Hein, pour que vous puissiez en apprendre plus sur l'écosystème, que ce soit trading, que ce soit fondamental ou que ce soit investissement ou code. Donc voilà. Merci à Et, tous. et merci à tous, merci à l'équipe et je vous dis au prochain point fonda, j'ai envie de dire. Yes, sir. Allez, À ciao, plus. ciao. Ciao. C'est le moment où on attend que Pestos finisse le live. Mais moi, je vais vous laisser aussi dans 5-10 minutes max. Je me lève T'inquiète, tôt t'inquiète. demain pour le boulot.